Dans ce monde, les guérisseurs sont reconnus pour leurs capacités exceptionnelles et se voient souvent confier des postes de pouvoir. Il existe même une académie royale chargée de former les meilleurs guérisseurs du pays. En tant que guérisseur, vous êtes généralement classé au premier, au deuxième ou au troisième rang, mais nous avons Zeno, qui n'a même pas le droit d'utiliser la magie de guérison. Il a donc ouvert un petit cabinet à la périphérie du royaume afin de pouvoir soigner les gens qui ont besoin de son aide. Lorsqu'il a fini de soigner l'homme qui est venu à son bureau, celui-ci le remercie mais n'a pas beaucoup d'argent pour payer Zeno, alors il lui offre tout l'argent qu'il a en poche. Zeno n'y voit pas d'inconvénient, car il ne fait pas cela pour son profit personnel. Après le départ de l'homme, son assistante, Lily, vient lui rappeler qu'il a reçu une visite à domicile. Zeno dit qu'il va partir immédiatement, et Lily lui dit qu'un dîner l'attendra à son retour. Quelques heures plus tard, Zeno a terminé sa visite et rentre chez lui, mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque une fille loup qui semble souffrir terriblement. À ce moment-là, un noble rattrape la jeune fille et commence à lui crier dessus. Il lui demande où elle était, et la jeune fille essaie de lui expliquer qu'elle avait très mal au ventre et qu'elle a essayé d'aller à l'hôpital, mais qu'ils n'ont pas voulu la soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le noble la regarde comme si elle était stupide, et un mal de ventre n'est pas suffisant pour justifier un voyage à l'hôpital, surtout pas pour une esclave comme elle qui n'a pas d'assurance maladie. Il l'entraîne ensuite et lui dit qu'elle doit se remettre au travail immédiatement. Le noble emmène la jeune fille dans un cimetière et la jette à terre, lui faisant heurter la tête contre une pierre tombale. Il ne doit vraiment pas se soucier de sa santé, car une telle blessure suffit à tuer une personne. De plus, après que la fille s'est roulée par terre dans la douleur, une effrayante énergie noire est entrée en elle, ce qui me préoccupe beaucoup. Cependant, le noble a le sens de l'observation d'un aveugle, il pense donc que la fille fait semblant et lui dit de se remettre sur pied immédiatement. Elle ne peut manifestement pas le faire en raison de la douleur intense qu'elle ressent. Le noble s'approche du corps de la jeune fille et la menace de la mettre dans l'une de ses tombes si elle ne l'écoute pas, mais comme elle peut à peine bouger, il commence à lui donner des coups de pied sur le sol. Le noble en a assez de l'attendre, alors il lui dit de se dépêcher et de commencer à fouiller le cimetière à la recherche d'objets de valeur. Il commence alors à s'éloigner, et peut-être est-ce la douleur intense ou le fait qu'elle ait été possédée, mais la jeune fille craque et taillade le noble au niveau de l'estomac. Le noble est d'abord incrédule, car il n'a jamais été blessé aussi gravement auparavant. Il essaie de raisonner la fille loup, mais il se souvient qu'il lui a donné un coup de pied il y a une seconde, et qu'elle a l'air de vouloir du sang, alors il ne sert à rien d'essayer de négocier. Il se met à courir à la vitesse d'un jogging léger parce qu'il ne peut pas aller plus vite, et le noble serait certainement mort ici, mais par miracle, Zeno se trouve dans les parages, alors il court vers lui pour demander de l'aide. Il dit à Zeno que son esclave est devenu fou et qu'il essaie de le tuer, mais Zeno a vu la façon dont il l'a traité dans la rue, alors il est presque sûr que le noble l'a mérité. La fille loup finit par rattraper le noble, qui supplie Zeno de le sauver. Zeno la regarde et voit clairement l'énergie sombre qui l'entoure. Il demande donc au noble ce qu'il faisait lorsque la fille est devenue incontrôlable. Le noble ne veut pas admettre qu'il essayait de la convaincre de voler des tombes pour lui, alors il se contente de dire qu'il cherchait du butin. C'est tout à fait illégal, mais il tente de changer de sujet et rappelle à Zeno qu'il est gravement blessé et qu'il doit se rendre à l'hôpital immédiatement. Il propose même à Zeno de le payer s'il peut le sauver de la fille, mais Zeno n'a que faire de l'argent. Cependant, il a également prêté serment de sauver la vie des gens, alors quand la fille charge le noble, Zeno l'écarte à temps. La jeune fille jette ensuite des pierres sur Zeno, qui les esquive sans trop d'efforts. S'il est assez habile pour faire cela, le noble pense qu'il devrait pouvoir tuer la fille, mais Zeno refuse fermement parce qu'il a une règle stricte de non-mort. Le noble lui dit d'arrêter de débiter ses sornettes de « chevalier noir », car si Zeno ne tue pas cette fille tout de suite, elle pourrait bien finir par tuer le noble. Mais Zeno refuse toujours car, en tant que guérisseur, son but est de sauver autant de gens que possible, et immédiatement après avoir dit cela, il donne un coup de poing à travers un rocher que la fille lui a lancé. Et je suis presque sûr que les guérisseurs ne peuvent pas faire ça normalement. Zeno peut voir que la fille est incroyablement rapide, en fait, elle est bien plus rapide qu'un demi-humain ne devrait l'être, et il sait donc que quelque chose ne va pas. Il ne veut pas la blesser trop gravement, alors quand la fille essaie de le taillader, il sort un bouclier, et dès qu'elle entre en contact avec le bouclier, elle est projetée en arrière dans un bâtiment voisin. Zeno est rapide, il aurait donc pu sauver le noble, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant que tout est calmé, Zeno s'approche du corps de la jeune fille, dont la jambe est cassée par la chute, et qui se débat pour s'enfuir. Comme elle est encore sauvage, Zeno la laisse mordre son bras pour la maintenir en place. Il a compris qu'elle était possédée, alors il met sa main sur sa tête et commence à la soigner pour faire sortir l'esprit. Il y parvient, mais il est toujours un peu curieux de savoir ce qu'elle a pu faire pour qu'un esprit la possède. Quoi qu'il en soit, il doit toujours s'occuper des fantômes, alors il utilise ses pouvoirs pour l'exorciser. Il revient ensuite à la jeune fille, et maintenant qu'elle est redevenue normale, il soigne sa jambe cassée pour qu'elle puisse marcher à nouveau.
Le noble s'en aperçoit en s'extirpant des décombres et s'étonne que Zéno soit assez puissant pour guérir instantanément une jambe cassée. Il est encore gravement blessé et supplie Zéno de le sauver, mais ce dernier lui répond qu'il vient de terminer sa journée et que le noble devra attendre jusqu'à demain pour être soigné. Le noble sait qu'il va se vider de son sang dans quelques heures, alors il supplie Zéno de le guérir tout de suite. Zéno finit par accepter, mais il dit que cela va lui coûter plus cher. Le noble ne se soucie pas du prix et donne à Zéno tout l'argent qu'il possède. Il assure donc que Zéno devrait être satisfait, mais à sa grande surprise, Zéno dit que c'est loin d'être suffisant. D'habitude, il ne se préoccupe pas de l'argent, mais compte tenu de l'attitude minable du noble tout à l'heure, Zéno se sent très capitaliste en ce moment. Le noble menace de dénoncer Zéno pour extorsion, mais cela ne le dérange pas plus qu'il n'a pas de licence. Techniquement, c'est un guérisseur illégal, mais le noble doit s'y connaître en la matière, vu qu'il a déjà pillé des tombes. Quoi qu'il en soit, Zéno est prêt à faire un marché et dit au noble qu'il est prêt à accepter un autre paiement, en plus de l'or, il veut prendre l'esclave du noble. Le noble ne s'est jamais soucié de la fille de toute façon, alors il accepte les conditions de Zéno, et dès que Zéno l'aura guéri, il lui remettra le contrat d'esclave de la fille. Le noble s'en va alors, furieux, et Zéno s'assoit sur le sol à côté de la jeune fille et attend qu'elle se réveille. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est surprise de voir un homme assis à côté d'elle et lui demande qui il est. Zéno lui dit son nom et lui explique qu'il vient de l'acheter et qu'elle est désormais son esclave. Cela étant dit, il demande à Till de se déshabiller immédiatement. Till s'énerve et lui demande s'il est sérieux, mais Zéno ne plaisante pas. Il dit qu'il a payé cher pour Till et qu'il doit donc s'assurer que son bien est en bon état. Till finit par s'exécuter puisqu'elle ne peut pas désobéir à son maître, et une fois que Zéno a bien regardé son corps, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Il a remarqué qu'elle souffrait tout à l'heure, et c'est parce qu'un calcul biliaire bloque son canal biliaire. Cela devrait être assez facile à réparer pour lui, alors il attrape son estomac et utilise la magie pour effectuer l'opération. En un instant, le calcul biliaire est retiré et Till ne ressent plus aucune douleur. Zéno lui explique qu'il n'a fait qu'ouvrir son estomac, extraire le calcul biliaire et le refermer en une fraction de seconde, une procédure tout à fait normale. Zéno ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, mais Till sait pertinemment qu'aucun autre guérisseur ne pourrait faire une chose pareille. Elle remercie Zéno de l'avoir guéri, mais il lui répond qu'un « merci » ne suffit pas. Il s'est beaucoup investi pour elle, il va donc falloir que Till travaille pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Au début, Till pense que Zéno va lui demander de le servir avec son corps, mais Zéno veut juste qu'elle lui indique la direction d'une plante particulière qu'il cherche. Till pense que c'est une demande étrange, mais elle le conduit à un buisson avec les feuilles qu'il cherche. Elle lui demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle, car elle est prête à faire beaucoup plus pour lui, mais Zéno dit que c'est suffisant. Il exige un juste prix pour le travail qu'il fait pour les autres, et l'aider à trouver ses feuilles et tout ce qu'il attendait d'elle, de sorte que toutes les dettes sont réglées. Il déchire ensuite le contrat d'esclave de Till et lui dit qu'elle peut désormais faire ce qu'elle veut de sa vie. Till ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même maintenant qu'elle n'est plus une esclave, mais elle est libre d'essayer toutes sortes de nouvelles choses maintenant, et tout cela grâce à Zéno. Elle lui demande si elle peut revenir le voir, et Zéno lui répond que si elle est blessée, il sera heureux de la guérir, mais pas gratuitement, bien sûr. Pendant ce temps, à la maison, alors que Zéno travaille, Lily commence à préparer le dîner. La nourriture sentait si bon que le fantôme réside, Camilla, a dû descendre pour voir ce qui se préparait. Lily la remarque et Camilla lui dit qu'elle a hâte de goûter à la cuisine de Lily, mais que le repas ne sera pas prêt avant un moment et qu'elle devra attendre dans sa chambre. À ce moment-là, une fille nommée Zofia vient chercher Zéno, mais Lily lui dit qu'il est en visite à domicile et qu'il n'est pas là pour l'instant. Zofia espérait avoir Zéno pour elle seule en venant tôt aujourd'hui, mais comme il n'est pas là, elle décide d'attendre qu'il revienne. Il semble que Zofia n'était pas la seule à vouloir voir Zéno aujourd'hui, car quelques instants plus tard, Linga se présente à son tour pour le chercher. Lily l'informe que Zéno n'est pas là, alors Linga dit qu'elle va attendre, mais elle est surprise de voir que Zofia est déjà là. Elle espérait lécher Zéno pendant qu'il inspectait son corps, mais son plan est maintenant ruiné. Quelques instants plus tard, une orque nommée Lo fait irruption par la porte. Lily va donc à sa rencontre et lui dit qu'elle peut les rejoindre à l'intérieur, mais seulement après avoir réparé la porte d'entrée qu'elle a cassée. Lo aime aussi Zéno, mais elle est venue parce qu'elle sentait la cuisine de Lily à des kilomètres à la ronde et qu'elle voulait vraiment la goûter. Finalement, Lily a fini de cuisiner, elle s'en va terminer quelques tâches ménagères et laisse les autres dans la cuisine. À la seconde où Lily s'en va, les filles demi-humaines ne peuvent plus résister à l'odeur de la nourriture de Lily, alors elles vont toutes la goûter, mais elles sont assez intelligentes pour savoir qu'il ne faut pas vider toute la marmite. Peu importe, la marmite semble bien vide maintenant. Les trois commencent à réaliser à quel point ils se sont plantés, car Lily va certainement être furieuse à son retour. Quelques instants plus tard, Lily revient et, après avoir vu ce qui s'est passé, elle sourit aux filles et leur demande de s'expliquer. Plus tard dans la soirée, Zéno rentre enfin à la maison et Lily s'excuse car le dîner n'est pas prêt comme elle l'avait promis.
Il y a eu un petit problème avec la nourriture, mais elle a déjà trouvé la solution, elle a envoyé les filles chercher des ingrédients pour qu'elles puissent préparer un nouveau plat, et quand elles reviennent, elles ont apporté beaucoup plus d'ingrédients qu'elles ne l'avaient prévu, donc Lily va pouvoir faire un festin ce soir. Mais avant cela, elle sait que Zeno a dû travailler dur toute la journée, alors elle lui prépare une tasse de thé pour qu'il puisse se détendre. Zeno faisait autrefois partie d'un groupe d'aventuriers de classe mondiale, mais un jour, le chef du groupe, Aston, lui jette une pièce d'or pour lui rappeler qu'il est pauvre et lui annonce qu'il l'expulse du groupe. Il dit à Zeno qu'il est un bon à rien inutile et que le groupe se portera mieux sans lui, mais Zeno sait pertinemment qu'il est le seul à maintenir ce groupe uni. Cependant, Aston refuse de le croire, il n'a recruté Zeno que pour l'utiliser comme bouclier humain, puisque personne ne se soucierait s'il mourait au combat. Mais maintenant que leur groupe est devenu puissant, Zeno tente de lui expliquer que la seule raison de leur force est qu'il est là pour les soigner chaque fois qu'Aston fait quelque chose de stupide. Aston lui rétorque que ses compétences douteuses d'autodidacte en guérison ne valent rien et que n'importe quel autre guérisseur ferait mieux que lui. Pendant ce temps, dans une ruelle, deux marchands d'esclaves tentent de maîtriser une elfe pour l'attacher et la vendre plus tard. La femme avertit son partenaire de faire attention à ne pas blesser Lily, car les elfes sont très rares et ils pourront obtenir plus d'argent si elle est en bon état. L'homme l'a déjà plaquée au sol, mais Lily refuse de se soumettre sans combattre, elle lui donne un coup de pied dans les parties, et tandis qu'il grimace de douleur, elle commence à s'enfuir. Elle aurait probablement pu s'échapper, mais malheureusement, l'homme avait un arc et lui tire une flèche dans la cheville. Lily s'effondre au sol et ne peut plus courir, alors l'homme la rattrape. Il tente de la maîtriser à nouveau, mais Lily lui mord la main avec la force de Michihuahua, obligeant l'homme à la poignarder pour se libérer. Zeno passe par hasard dans cette ruelle et trouve Lily au sol, en train de saigner. Il demande aux deux hommes s'ils sont responsables de son état. Ils lui disent de dégager, car l'esclavage est parfaitement légal dans ce pays et que Lily leur appartient, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Zeno sait qu'ils ont raison, légalement, il ne peut rien faire pour aider Lily. Mais alors, il a une idée et leur propose de l'acheter. Il leur offre la pièce d'or qu'il a reçue d'Aston. Normalement, il refuserait, car une elfe esclave vaut bien plus qu'une pièce d'or, mais comme elle est déjà en train de saigner à mort, ils acceptent l'argent et partent. Une fois qu'ils sont partis, Zeno s'approche de Lily pour voir si elle est encore en vie. Lily a déjà accepté son sort et demande à Zeno de la laisser là, mais il lui dit qu'elle ne va pas mourir. Lily regarde sa blessure et est surprise de voir que Zeno l'a déjà complètement guérie. Elle le remercie pour son aide et s'excuse pour la pièce d'or qu'il a dépensée pour l'acheter, mais Zeno ne tenait pas vraiment à la garder, car elle lui rappelait Aston. Il demande à Lily si elle a un foyer, mais étant une esclave, il est assez évident qu'elle est sans le sou et sans abri. Elle a aussi très faim, alors Zeno propose de lui acheter à manger et des vêtements avant toute autre chose. Zeno l'emmène finalement dans un petit restaurant nearby et lui achète une tenue neuve en chemin. Lily mange avec joie la nourriture que Zeno lui a offerte, mais elle est un peu confuse car il n'a rien pris pour lui. Zeno lui dit qu'il n'a pas faim, mais en réalité, il est fauché. Il a dépensé son dernier argent pour Lily, et comme il a été expulsé de Golden Phoenix, il va devoir trouver un nouveau travail rapidement pour ne pas mourir de faim. C'est alors qu'un homme entre en titubant dans le restaurant, son bras visiblement blessé. Il s'est mis dans un mauvais pas et s'en est sorti vivant, mais il est loin d'être en bonne forme. Zeno l'observe depuis l'autre bout de la salle et, à partir du trou dans son bras et des légères brûlures, déduit qu'il a été touché par une arme magique. Ce n'est pas très grave, car l'homme est un homme lézard, donc la blessure devrait guérir naturellement en quelques jours. Mais elle est assez profonde, alors il vaut mieux s'en occuper maintenant. Zeno tend la main et lance un sort de guérison sur l'homme. En quelques secondes, le trou dans son bras se referme. L'homme est stupéfait de voir son bras redevenu normal et demande à Zeno qui il est. Avant même que Zeno ne puisse répondre, Lily déclare qu'il est un guérisseur légendaire. L'homme n'a jamais entendu parler de lui, mais il est très reconnaissant et lui donne quelques pièces en promettant de faire connaître son talent. Zeno est d'abord perplexe face à cet argent, puis il comprend que les guérisseurs sont généralement payés pour leurs services. Cela lui donne une idée, il décide d'ouvrir une clinique et de devenir guérisseur professionnel. Mais comme il vient des bas-fonds, obtenir une licence officielle sera difficile. De plus, une entreprise légale impliquerait de payer des taxes, et comme dit Virgile, l'évasion fiscale n'est pas un crime, c'est une obligation. C'est pourquoi Zeno va devenir un guérisseur clandestin. Lily ne comprend pas vraiment ce dont il parle, mais si Zeno ouvre une clinique, elle veut l'aider. Zeno réfléchit un instant, ouvrir une clinique sans licence étant illégal, il n'est pas sûr de vouloir entraîner une enfant innocente là-dedans. Mais Lily lui rappelle qu'il l'a acheté il y a quelques minutes, ce qui fait de lui son maître. Il est donc de son devoir de le suivre, peu importe les lois qu'il enfreint. Zeno n'avait pas l'intention de devenir son maître, il voulait juste l'aider. Lily ajoute qu'elle n'a nulle part où aller, et que s'il ne l'emmène pas, ce sera sa faute si elle redevient esclave. Zeno finit par céder et accepte que Lily l'accompagne. Elle jure alors de le servir de tout son être, mais il la supplie de ne pas rendre ça bizarre. Quoi qu'il en soit, pour ouvrir une clinique, Zeno doit d'abord résoudre son problème de logement.
Il emmène Lily dans un quartier abandonné de la ville pour chercher un endroit où s'installer. Lily lui demande pourquoi il veut vivre ici, et il explique qu'il doit rester caché pour que l'association royale ne découvre pas sa clinique illégale. De plus, avec l'atmosphère sinistre des lieux, les prix immobiliers sont parfaits pour son portefeuille vide, gratuit. Lily ne peut pas nier cela, mais elle s'inquiète car elle sait que des monstres effrayants vivent souvent dans ce genre d'endroit. Ils finissent par trouver une maison encore en parfait état, et Zeno pense avoir touché le jackpot. Mais dès que Lily voit l'endroit, elle est terrifiée, c'est une maison hantée typique. S'ils ont de la malchance, ils pourraient même tomber sur un spectre. Zeno ignore ce qu'est un spectre, alors Lily explique que ce sont des monstres morts-vivants terrifiants qui peuvent transformer les gens en fantômes d'un simple toucher. Ils entrent à l'intérieur, mais c'est très sombre. Lily propose d'utiliser sa magie pour éclairer. Zeno est surpris qu'elle sache utiliser la magie, mais elle ne maîtrise que des sorts basiques et ne trouve pas ça impressionnant. Avec la pièce éclairée, il voit maintenant tout clairement, et c'est aussi effrayant que Lily l'imaginait. Mais Zeno reste optimiste, l'endroit a encore un bon toit et des piliers solides, ce qui est parfait pour leur clinique. Cependant, il rencontre un problème majeur, il y a bel et bien un spectre ici, et elle annonce qu'elle va drainer la force vitale de Zeno. Lily panique, mais Zeno est juste déçu que la maison soit déjà occupée. Carmela charge Zeno, mais il la repousse facilement avec un sort de guérison et détruit ses deux bras. Il n'est pas du tout intimidé, car à l'époque où il était dans Golden Phoenix, Aston l'envoyait souvent seul dans le labyrinthe quand il était de mauvaise humeur, et Zeno y rencontrait constamment des spectres. Il en a vaincu au moins une centaine, et il s'avère que la magie de guérison est très efficace contre les morts-vivants. Revenons à nos moutons, il s'excuse auprès de Carmela d'avoir fait irruption chez elle, mais il n'y a pas d'autre option dans les parages, alors il lui demande si ça lui dérange qu'il emménage. Carmela se sent insultée que Zeno ose suggérer de vivre avec elle, la reine des spectres, alors elle invoque une horde de serviteurs fantômes pour s'en débarrasser. Cependant, Zeno utilise tranquillement un sort de haute guérison pour tous les éliminer. Carmela est stupéfaite par la puissance de Zeno et commence à craindre qu'il ne l'exorcise. Mais il ne veut vraiment pas se battre. Il remarque qu'elle bouge bizarrement, mais il a vraiment besoin d'un endroit où rester, alors il lui demande si elle est prête à leur céder au moins une chambre et un espace pour soigner les futurs patients. Carmela sait qu'elle ne peut pas le vaincre, alors elle lui concède le rez-de-chaussée, mais garde l'étage pour elle. Zeno trouve que c'est un bon compromis, mais Lily ne sait pas si elle doit avoir plus peur de Carmela ou de Zeno. Le lendemain matin, Lily s'ennuie car il n'y a pas de patient. Elle demande à Zeno si elle devrait sortir pour faire un peu de publicité. Mais Zeno pense que ce n'est pas une bonne idée, car l'hôpital royal pourrait découvrir leur existence. De plus, leur premier client ne devrait pas tarder, et effectivement, quelques minutes plus tard, quelqu'un entre. Lily se lève pour accueillir leur premier client et est surprise de voir que c'est l'homme que Zeno a soigné la veille. Zeno s'attendait à ce qu'il vienne tôt ou tard, car les citoyens respectueux des lois ne se font pas tirer dessus avec des balles magiques, et les gens comme lui évitent les hôpitaux normaux pour des raisons évidentes. L'homme se présente comme Zan et explique qu'il a besoin que Zeno examine sa sœur. Zeno accepte, et Zofia lui montre sa blessure mineure. Elle dit que son bras agit bizarrement depuis hier, et après un rapide examen, Zeno déduit qu'elle a été touchée par une magie de type poison. Zofia lui demande s'il peut faire quelque chose, mais comme elle a passé toute la nuit dans cet état, les tissus de son bras sont pratiquement morts. Il lui conseille de l'amputer pour éviter que le poison ne se propage. Zofia est déçue d'apprendre qu'elle va perdre un bras, mais c'est comme ça. Elle demande à Zeno combien coûtera l'amputation. Il lui répond 1 million de wen, et dès qu'il prononce ce chiffre, Zan est furieux car c'est un prix exorbitant pour une simple amputation. Il est prêt à en venir aux mains, mais Zofia lui dit de se calmer et tente de négocier avec Zeno. Elle lui demande s'il veut vraiment lui faire payer si cher alors qu'elle est Zofia la Tornade, la chef de l'un des 3 gangs qui contrôlent la région. Zeno sait très bien qui elle est, mais il refuse de travailler gratuitement, surtout parce que la régénération est épuisante. Zofia est confuse, car elle n'a jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer des membres, et Zeno est tout aussi surpris d'apprendre que les autres guérisseurs ne le peuvent pas. Il s'est formé seul, donc il ne sait pas ce qui est normal, mais peu importe. Il demande à Zofia si elle veut procéder à l'opération. Zofia accepte, alors Zeno l'allonge sur une table et se prépare à l'amputation. Il crée un scalpel magique pour l'opération, mais Zofia s'inquiète car elle n'a jamais vu ça auparavant. Zeno explique que c'est juste une lame de magie condensée qu'il peut matérialiser à volonté. Elle est ultra tranchante et totalement stérile, donc parfaite pour les opérations, mais encore une fois, la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça. Zeno commence l'opération et utilise un flux constant de magie de guérison pour anesthésier la zone. Il coupe le bras infecté et se prépare à en régénérer un nouveau. Il augmente la puissance de sa magie et reconstitue le bras de Zofia couche par couche jusqu'à ce qu'il soit comme neuf. Zofia est stupéfaite et reconnaissante, Zeno a vraiment régénéré son bras, alors elle ne se plaint plus du prix. Elle propose aussi d'envoyer ses subordonnés blessés chez Zeno s'il est d'accord, et tant qu'il paie, Zeno n'y voit pas d'inconvénient. Les jours suivants,
Zeno reçoit beaucoup de patients de la faction des hommes lézards, alors Lily lui prépare du thé pour se détendre. Zeno la remercie pour son attention, mais se demande pourquoi elle a préparé 3 tasses au lieu de 2. Lily explique qu'elle en a fait une pour Carmela, mais Zeno doute qu'elle veuille les rejoindre. Pourtant, apparemment, Carmela adore le thé. Pendant leur pause, Lily demande à Zeno pourquoi les hommes lézards sont toujours si gravement blessés. D'après les patients qu'il a vus, il pense qu'une guerre de territoire oppose les différentes factions. Et justement, l'une d'elles vient de défoncer la porte. Un groupe de loups-garous fait irruption dans la clinique, et leur chef, Linga, annonce qu'elle va tuer Zeno. Elle combat les hommes lézards depuis des jours, mais peu importe combien elle en blesse, ils guérissent toujours. Alors elle va éliminer leur guérisseur. D'abord, Zeno ne travaille pas pour la faction des hommes lézards, et il préférerait éviter la violence. Mais Linga a déjà ordonné à ses hommes de le tuer. Cependant, avec sa magie défensive, rien ne peut même l'ébranler, encore moins le blesser. Linga réalise qu'elle ne peut pas le vaincre et décide alors de détruire la clinique pour s'en débarrasser. Mais c'était une idée stupide, car c'est aussi la maison de Carmela, qui ne tolérera pas qu'on la saccage. Dès que Linga et les autres loups-garous voient Carmela, ils sont terrifiés, un spectre est un monstre mortel qu'ils n'ont aucune chance de vaincre. Carmela a bien l'intention de drainer leur force vitale pour leur crime, mais Zeno lui demande de se calmer, car il ne veut pas que quiconque meure dans sa clinique. Tant que Linga et ses hommes réparent les dégâts, il leur pardonne. Les choses se passaient bien pour Zeno après avoir pris le contrôle de Linga et des loups-garous, mais un jour, un orc arrive et dit que son patron veut le rencontrer. Zeno s'attendait à ce que cela arrive tôt ou tard puisqu'il a déjà dû s'occuper de 2 des patrons des bas-fonds. Lo était la patronne des orques et des ogres, et elle a fait fortune en excavant des pierres magiques avec sa force brute, donc elle est très importante ici. Du bon côté, après s'être occupé d'elle, il n'aura plus à s'inquiéter que quelqu'un s'en prenne à sa boutique, alors il décide d'en finir au plus vite. Mais avant de partir, il demande à l'orque si Lo est du genre à pouvoir être raisonné. L'orque répond et dit à Zeno quelle est la personne la plus sage et digne qu'il rencontrera jamais. Zeno est content de l'entendre, mais il est curieux de savoir pourquoi l'orque n'a pas amené Lo avec lui. L'orque explique alors qu'elle ne peut actuellement pas bouger. Cela semble assez grave, alors Zeno ne perd pas de temps et se précipite pour voir sa nouvelle patiente. L'orque le conduit jusqu'à une grotte et présente Zeno à Lo. Elle est contente de enfin le rencontrer, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Zeno lui demande comment elle a entendu parler de lui. Lo explique que les hommes lézards et les loups-garous n'ont pas arrêté de parler du guérisseur super secret dont ils ne sont pas censés parler à personne. Cela va un peu à l'encontre de l'idée d'être un guérisseur clandestin, mais Zeno devra s'en occuper plus tard. D'après ce que Lo a dit, Zeno guérit n'importe quelle blessure tant qu'il est payé à un prix juste, alors elle veut voir à quel point il est vraiment bon. Zeno s'approche d'elle et lève la main, alors Lo lui demande ce qu'il fait. Zeno explique qu'il ne voit aucune blessure externe sur son corps, alors il l'a scanné pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Lo est surprise d'entendre cela puisque la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça, mais Zeno pense que cela devrait être une pratique standard car comment soigner un patient si on ne peut pas vérifier les blessures internes? Quoi qu'il en soit, une fois le scan terminé, Zeno identifie une masse dans l'abdomen de Lo, et comme de la mana en émane, il pense que c'est une pierre de mana. Lo lui dit qu'il a raison, et cette pierre de mana en particulier est enchantée avec de la magie explosive, donc si elle bouge de cet endroit, elle pourrait exploser. Zeno demande si quelqu'un a tenté de l'assassiner en la glissant dans sa nourriture, mais Lo lui dit que rien de tel ne s'est produit. Elle avait juste très faim et a confondu la pierre avec une boulette de riz, alors elle l'a mangée. N'importe qui aurait pu faire la même erreur, bon, peut-être pas, mais Zeno ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter car, tôt ou tard, la pierre sortira par l'autre bout. Il s'apprête à partir, mais Lo lui dit que ce n'est pas si simple. Quand elle a mangé la pierre, elle l'a partiellement mâchée, donc il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'elle n'explose. Elle a déjà accepté qu'elle mourra à cause de son erreur, mais sa seule préoccupation est que ses hommes ont refusé de la quitter. Zeno lui demande ce qu'elle attend de lui, alors elle explique qu'elle voulait juste qu'il vienne ici pour qu'elle puisse lui donner toute sa fortune. Une fois qu'elle explosera, ce sera la fin de l'empire des orques qu'elle a construit, alors elle préfère donner tout son argent à quelqu'un qui en fera bon usage plutôt que de le laisser tomber entre de mauvaises mains. En faisant des recherches sur Zeno, elle a découvert que même s'il demande des prix élevés pour ses soins, il a une règle de soigner les enfants gratuitement, donc il doit être une bonne personne. Elle lui lance une clé et explique qu'il pourra l'utiliser pour accéder à son trésor une fois qu'elle sera morte, mais Zeno n'a jamais dit qu'il allait la laisser mourir. Le fait qu'elle n'ait pas encore explosé signifie qu'elle a dû manger la pierre de mana récemment, alors Zeno invoque son scalpel et s'approche d'elle. Sans dire un mot, il commence à inciser l'estomac de Lo, et au début, ses hommes tentent de l'arrêter, mais ensuite Zeno brandit la pierre magique explosive. En quelques secondes, il a réussi à ouvrir Lo, récupérer la pierre et guérir les incisions, donc elle n'a plus à s'inquiéter d'exploser. Mais la pierre de mana est encore très volatile, alors pour la sécurité de tous, Zeno la prend dans ses mains et la serre jusqu'à ce qu'elle explose.
Cette explosion aurait pu détruire tout un pâté de maisons, mais Zeno a protégé ses mains avec de la magie défensive, donc il va parfaitement bien, même si ça a fait très mal. Il rend ensuite la clé à Lo et lui dit qu'elle n'a plus à s'inquiéter de donner sa fortune. Elle a encore du mal à croire que Zeno a vraiment choisi de la sauver au lieu de simplement prendre son argent, mais il dit qu'il ne demande qu'un prix juste pour ses soins, et une fortune entière aurait été trop. Lo a décidé qu'elle apprécie vraiment Zeno maintenant, alors elle lui dit que s'il a besoin d'aide, il n'a qu'à dire un mot, et elle fera tout son possible pour l'aider. Elle propose même que ces hommes assurent la sécurité de sa clinique, mais Zeno préfère garder ses distances car avoir les hommes de Lo autour ne manquera pas de causer des problèmes. Quelques jours passent, et Lily boude à l'accueil parce que Zofia, Linga et Lo viennent beaucoup plus souvent à la clinique récemment. Maintenant que Zeno y pense, il les voit beaucoup ces derniers temps, et elles n'ont jamais l'air blessées, alors il commence à se demander pourquoi elles viennent. Il suppose qu'elles s'ennuient, mais Carmela lui dit que ces femmes sont clairement amoureuses. Zeno ne comprend pas pourquoi elle serait amoureuse de lui puisqu'il n'est qu'un simple guérisseur clandestin, mais Carmela sait de quoi elle parle. Lily est un peu inquiète que l'une d'elles finisse par sortir avec Zeno et accapare toute son attention, mais Zeno dit qu'il ne sortirait jamais avec aucune d'elles parce que, sans vouloir les offenser, ce sont un tas de bizarres. Malgré tout, Carmela pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ces trois-là ne se fassent la guerre pour décider qui aura Zeno. Zeno ne pense pas que les choses iront aussi loin, mais littéralement le lendemain, Zofia arrive avec un panier de fruits pour Zeno et dit qu'elle pense déclarer la guerre aux autres factions pour une raison non précisée. Linga et Lo font exactement la même chose, et peu importe à quel point Zeno proteste, elle refuse de l'écouter. Carmela trouve ça drôle et plaisante en disant que beaucoup de gens vont mourir à cause des frasques de séducteurs de Zeno, mais il n'apprécie pas la façon dont elle le formule. Le combat à mort est prévu pour commencer à midi aujourd'hui, mais il ne peut pas les laisser s'entretuer à cause de lui, alors il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, les trois se sont déjà rassemblés dans le stade avec tous leurs hommes, et elles sont sur le point de commencer le bain de sang quand, tout à coup, Zeno apparaît. Elles se tournent toutes vers lui pour voir ce qu'il va dire, mais il leur dit qu'il n'est pas là pour arrêter le combat. Il sait qu'elles ont de vieilles rancunes les unes contre les autres, alors il va les laisser se battre jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites. Comme Zeno a donné son accord pour la bataille, toutes les filles acceptent de se battre avec tout ce qu'elles ont, et celle qui survivra pourra réclamer la virginité de Zeno. Zeno ne se souvient pas avoir accepté cette dernière partie, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le combat a déjà commencé. Zofia fait le premier mouvement et essaie de trancher la tête de Linga avec ses dagues, mais Linga parvient à esquiver à temps et fait un salto arrière. Pendant ce temps, Lo saute et essaie de donner un coup de pied volant à Zofia, mais Zofia s'écarte, alors un tas de personnages secondaires se prennent le coup à sa place. Zofia et Linga s'affrontent à nouveau, mais avant qu'elles ne puissent se toucher, Lo arrive du haut du stade et manque de les écraser toutes les deux. Zofia est poussée dans le coin des orques du stade, alors elle commence à attaquer les orques, et les autres font de même avec les membres des factions opposées. C'est un spectacle horrible, avec des gens qui se font tailler en pièces de tous les côtés, mais à la surprise générale, même après 6 heures de combat, pas une seule personne n'est encore morte. C'est alors que Zofia remarque que les blessures sur ses bras guérissent toutes seules, et Zeno leur dit que c'est lui qui est derrière ça. Il a accepté de les laisser faire leur petit combat à mort, mais il n'a jamais accepté de les laisser mourir car, après tout, elles sont toujours ses patientes. Zofia se sent un peu bête de ne pas avoir réalisé ce que Zeno faisait jusqu'à maintenant, mais aucune d'elles ne savait qu'il était possible pour un guérisseur de soigner autant de gens à la fois, encore moins de le faire continuellement pendant plus de 6 heures. Elle réalise qu'à ce rythme, le combat ne se terminera jamais, et c'est exactement ce que Zeno voulait démontrer. À moins qu'elles ne parviennent à s'entendre, elles ne pourront jamais vivre en paix, mais si elles ressentent le besoin de continuer à se battre, alors il sera là pour toutes les soigner, et pour être clair, il va leur facturer son temps. Les filles réalisent maintenant à quel point c'était stupide de commencer une guerre pour rien, alors elles acceptent toutes de s'entendre à partir de maintenant. Cependant, elles continueront à se battre pour Zeno, elles promettent juste que ce sera de manière non violente. Pendant ce temps, Lily demande à Zeno pourquoi il s'est donné autant de mal pour faire ça, alors il se souvient de quelque chose que son professeur lui a dit un jour, un guérisseur est de 3e ordre s'il ne peut soigner que les blessures, de 2e ordre s'il peut soigner tout le corps, et de 1er ordre s'il peut rendre le monde meilleur. Alors même si Zeno ne pense pas avoir ce qu'il faut pour être un guérisseur de 1er ordre, il veut quand même essayer de rendre ses bas-fonds meilleurs, et puis, s'il les laissait toutes mourir ici, il n'aurait plus de patients à soigner dans sa clinique. Enfin, c'est ce que dit Zeno, mais Lily sait qu'il dit ça pour cacher à quel point il tient vraiment à elle. Si les différentes factions demi-humaines commencent à s'entendre, elles ne se battront plus, et cela voudrait dire que Zeno n'aura plus autant de patients qu'avant, pourtant il a quand même choisi de les aider. C'est une des raisons pour lesquelles elle l'aime autant, et elle le lui dit directement, mais Zeno ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, il se fait tard, alors il prévoit d'aller récupérer son paiement et de rentrer chez lui pour la journée.
Lily est surprise parce qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a dit qu'il allait les faire payer pour les soins qu'il a prodigués pendant le combat, mais Zeno était sérieux. Soigner autant de gens est vraiment épuisant, alors bien sûr qu'il veut être payé pour ça. Pendant ce temps, dans la capitale, le commandant des chevaliers royaux rencontre le vice-commandant, Krishna. Elle demande au commandant si quelque chose s'est passé, et il explique qu'il a entendu une rumeur disant que la guerre entre les demi-humains a soudainement pris fin. Krishna est surprise d'entendre ça puisque les demi-humains se font la guerre pour le territoire des bas-fonds depuis des années, alors elle a du mal à croire qu'ils aient soudainement décidé de s'entendre. Le commandant n'y croit pas vraiment non plus, mais si c'est vrai, alors il doit faire quelque chose. Ce royaume existe depuis des siècles avec les royaux et la noblesse au sommet, et il est resté ainsi parce que tous les pauvres qui sont traités injustement sont généralement trop occupés à se battre entre eux pour représenter une menace significative. Cependant, s'ils sont en paix, alors ils pourraient former un front uni, et ensuite ils pourraient commencer à demander des choses comme une couverture médicale universelle, et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Les rumeurs disent qu'un individu a servi de médiateur entre les demi-humains pour les faire arrêter de se battre, alors le commandant charge Krishna de s'occuper de lui. Krishna comprend et promet de trouver cet individu et de l'arrêter pour le crime odieux d'avoir apporté la paix. Pendant ce temps, dans la clinique de Zeno, il éternue parce que des gens parlent de lui, et dès que ça arrive, tout le monde s'inquiète qu'il ait peut-être attrapé froid. Linga propose de lui laisser utiliser sa queue comme couverture, et Loo propose de lui laisser réchauffer son visage entre ses cuisses épaisses. Zeno leur dit que c'était juste un éternuement normal, et qu'il doit encore soigner Zofia, alors elle devrait se taire jusqu'à ce qu'il ait fini. Zeno soigne le bras de Zofia, et elle le remercie pour son aide, mais ça fait un moment que Zeno n'a pas eu à la soigner, alors il demande comment elle s'est blessée. Zofia explique qu'elle a été blessée pendant qu'elle travaillait la nuit dernière. Elle vole les aristocrates corrompus et redistribue aux pauvres, mais quand elle s'est faufilée dans la maison d'un aristocrate hier, elle s'est fait attaquer par le vice-commandant des chevaliers royaux. C'est une femme folle nommée Krishna, et elle vous tire dessus avec des pistolets à feu magique dès qu'elle vous voit. Carmela a l'impression qu'attirer l'attention de Krishna signifierait beaucoup d'ennuis pour Zeno, mais Zeno ne pense pas qu'ils doivent s'inquiéter puisqu'il n'y a aucun moyen qu'un vice-commandant hautain s'intéresse à un guérisseur clandestin comme lui. Pendant ce temps, Krishna est dans les bas-fonds, à la recherche d'informations sur Zeno. Elle voit tous les demi-humains s'entendre, alors elle s'approche d'un homme lézard et lui demande de lui dire qui est responsable de la fin de la guerre entre les demi-humains. L'homme lézard ne sait pas qui est Krishna, et il sait que Zeno essaie de rester discret, alors il dit qu'il ne peut rien lui dire. Il essaie de s'en aller, mais Krishna sort son pistolet et dit qu'elle lui tirera dessus s'il ne répond pas à ses questions. Cependant, l'homme lézard est prêt à se faire tirer dessus pour Zeno, alors il lui dit de le faire. C'est alors que Zofia et son frère passent par là, et Krishna n'est pas prête à s'occuper de lui pour l'instant, alors elle décide de s'enfuir. Elle finit par se perdre dans la partie abandonnée de la ville, et par pur hasard, elle tombe sur la clinique de Zeno, alors elle entre pour demander son chemin. Zeno est prêt à lui montrer comment retourner en ville, mais Lily sort avec du thé, et dès que Krishna voit les oreilles d'elfe de Lily, elle tire sur Zeno en pleine tête avec son pistolet. Lily ne peut pas croire que Krishna ait tiré sur Zeno en pleine tête comme ça, sans raison, mais Krishna affirme qu'elle a une raison parfaitement justifiée. En plus de sa mission actuelle, elle a été chargée d'enquêter sur une série de récentes kidnappings dans la région, et comme Zeno est un humain tandis que Lily est une elfe, Krishna a immédiatement supposé que Zeno avait dû kidnapper Lily et a réagi en lui tirant dans la tête. Il y a tellement de problèmes dans la logique de Krishna ici, alors Lily explique que Zeno l'a en quelque sorte adoptée, et qu'elle est ici de son plein gré. Krishna réalise qu'elle a peut-être sauté aux conclusions, et maintenant qu'elle y pense, il serait étrange qu'une victime de kidnapping soit aussi heureuse que Lily. Du bon côté, les balles qu'elle a utilisées étaient non létales, donc elle est presque sûre de ne pas avoir tué Zeno, mais elle pense qu'il a pu être assommé par l'impact. Cependant, à sa grande surprise, Zeno semble parfaitement indemne. Elle s'excuse d'avoir sauté aux conclusions et de lui avoir tiré dessus comme ça, mais elle est curieuse de savoir comment il a réussi à survivre sans une égratignure. Il lui dit qu'il a simplement utilisé une magie défensive pour bloquer la balle avant qu'elle ne le touche, mais Krishna ne le croit pas, car aucune magie défensive ordinaire ne devrait pouvoir arrêter ces balles. Pour autant que Zeno le sache, sa magie défensive est tout à fait ordinaire, donc il ne comprend pas de quoi elle parle. Mais après des années en tant que vice-commandante des chevaliers royaux, elle a vu beaucoup de magie défensive, et elle sait que les boucliers de Zeno sont du niveau d'un grand sorcier. Dès que Krishna mentionne qu'elle est la vice-commandante des chevaliers royaux, Zeno et Lily sont sur leur garde, car ils réalisent que sa présence ici pourrait signifier des ennuis pour eux, et Krishna a apparemment quelque chose pour laquelle elle veut demander l'aide de Zeno. Pour éviter une autre confrontation, Zeno accepte de lui parler, mais il envoie aussi un avertissement à tous ses clients pour s'assurer qu'aucun d'eux ne se montre pendant que Krishna est là. Ils s'assoient tous, et Krishna explique à Zeno qu'elle est actuellement en mission secrète ici et qu'elle aimerait son assistance. Zeno dit qu'il ne veut pas s'impliquer, mais Krishna insiste sur le fait que c'est le devoir de tous les citoyens de coopérer avec les ordres des chevaliers.
Vu à quel point Krishna est imprévisible, Zeno craint qu'elle ne lui tire à nouveau dessus s'il refuse d'aider, alors il décide de jouer le jeu. Elle l'informe que sa mission est de trouver un homme particulier et de l'arrêter sur place. Elle n'a pas de nom ni de description, mais ce médiateur est celui qui a mis fin à la guerre entre les différentes factions. Zeno s'étouffe avec son thé en réalisant que la personne que Krishna cherche à arrêter est lui, mais il reste calme et lui demande pourquoi elle traque le médiateur. Krishna explique que les ordres des chevaliers ne peuvent simplement pas ignorer quelqu'un avec le pouvoir d'apporter la paix entre les factions, mais quand elle a essayé d'interroger violemment un des locaux, il a refusé de lui dire quoi que ce soit malgré ses menaces. Dans l'esprit de Krishna, si les gens des bas-fonds ne veulent pas dénoncer le médiateur, alors cela doit signifier qu'il est un génie du mal qu'il faut arrêter. Zeno essaie de lui expliquer qu'il est possible que ce médiateur cherche à éviter les projecteurs, donc si elle part et abandonne sa recherche, il ne causera probablement pas de problème. Krishna demande à Zeno s'il sait qui est le médiateur, alors il invente une excuse et dit qu'il parle juste par instinct. Quoi qu'il en soit, Krishna ne peut pas ignorer le médiateur car elle a reçu un ordre direct de son commandant, et quiconque a le pouvoir d'arrêter la guerre entre factions est une menace trop grande pour être laissée sans surveillance. Lily intervient et dit que Krishna n'a pas à s'inquiéter que le médiateur déstabilise la nation, car il est seulement intéressé par gagner de l'argent honnêtement, mais à la manière dont Lily parle du médiateur, on dirait qu'elle le connaît personnellement. Lily panique et commence à dire à Krishna qu'elle ne connaît pas non plus le médiateur, et Krishna commence à se méfier, mais elle laisse tomber pour l'instant. Il se fait tard, alors Zeno essaie d'utiliser ça comme excuse pour faire partir Krishna, mais alors qu'il la pousse dehors, elle remarque le lit dans le coin. Elle trouve ça bizarre que Zeno ait un lit ici, et Zeno ne veut pas expliquer que lui et Lily le partagent parce qu'il y a un spectre à l'étage, alors il lui dit que c'est juste un lit de rechange. Dès que Krishna entend ça, elle demande à Zeno s'il accepterait de le lui prêter. Elle a eu du mal à trouver une base d'opération dans les bas-fonds, alors elle apprécierait si Zeno la laissait rester ici jusqu'à la fin de sa mission, et bien sûr, elle est prête à payer pour le logement. Zeno ne peut pas vraiment refuser sans éveiller les soupçons de Krishna, alors il finit par accepter, et Carmela trouve toute cette situation hilarante. Lily prépare un peu de thé vert pour leur nouvel invité, mais Krishna ne supporte pas les boissons chaudes, alors elle commence à souffler dessus. Lily est toujours jalouse qu'une nouvelle femme soit là pour voler l'attention de Zeno, alors pour démontrer sa supériorité, elle s'assoit sur les genoux de Zeno et lui demande de lui caresser la tête comme d'habitude. Zeno fait ce que Lily veut, mais il est un peu confus par sa demande soudaine, alors Carmela s'approche et lui dit que Lily est jalouse. Zeno est surpris car Carmela vient de lui chuchoter à l'oreille tout en étant invisible, mais elle est vraiment investie dans tout ce drame. Lily refuse de laisser Krishna voler l'affection de Zeno, alors elle le couvre encore plus d'attention que d'habitude pour affirmer sa dominance, mais Krishna ne semble pas du tout s'en soucier et est toujours occupé à souffler sur son thé. Finalement, Lily s'endort, alors Zeno la couche et retourne dans le salon pour continuer sa discussion avec Krishna. Il explique toute l'histoire sur comment il a sauvé Lily des trafiquants d'esclaves, et il semble que ces trafiquants faisaient partie d'un réseau illégal qui opère dans les environs. Ça explique pourquoi Lily était si prompte à tirer plus tôt, mais malheureusement, Zeno n'a aucune information sur les trafiquants. D'un autre côté, Krishna a une question qu'elle aimerait poser. Comme il est clair que Zeno doit être un mage maître qui a perfectionné sa magie défensive, Krishna veut savoir s'il serait possible de régénérer un bras entier si quelqu'un y consacrait autant d'entraînement en magie de guérison. Zeno est sur le point de demander si c'est vraiment un exploit pour un guérisseur de régénérer un bras, mais avant qu'il ne finisse sa phrase, Krishna dit que ça devrait être impossible. Les seules personnes qui auraient ce genre de pouvoir seraient des saints ou les guérisseurs de plus haut niveau. Zeno demande pourquoi elle aborde ce sujet, alors Krishna explique qu'elle s'est récemment battue avec Zofia, et elle se souvient avoir infligé de gros dégâts au bras de Zofia. Pourtant, quand elle l'a vu hier, son bras était revenu à la normale. Elle croit qu'il doit y avoir un guérisseur dans les bas-fonds capable de régénérer un bras, et si c'est vrai, alors il serait logique que cette personne ait une influence considérable sur les chefs de faction. Krishna prévoit de reprendre son enquête demain matin pour chercher des indices menant à ce guérisseur maléfique, mais Zeno ne comprend pas pourquoi elle pense qu'un guérisseur serait maléfique. En fait, Krishna semble avoir une vision négative de tout le quartier pauvre, alors il lui demande s'il y a une raison particulière à ça. Krishna admet qu'elle est peut-être biaisée, mais c'est parce que quelqu'un des bas-fonds a tué sa mère. La mère de Krishna était une personne gentille qui voulait vraiment aider autant de gens que possible. Elle allait souvent dans les bas-fonds et organisait des événements pour nourrir les gens qui ne pouvaient pas acheter de nourriture, mais un jour, elle n'est juste pas revenue. Selon les témoins, la mère de Krishna a été attaquée et tuée pour lui voler son alliance, et Krishna a été dévasté en apprenant ça. Sa mère avait sauvé tant de gens de la famine, mais personne n'était là pour la sauver quand elle avait besoin d'aide. C'est pourquoi Krishna a décidé de rejoindre l'ordre des chevaliers et de devenir une héroïne invincible capable d'apporter la justice aux criminels des bas-fonds. Le lendemain, Krishna part reprendre son enquête, alors Zeno peut recommencer à soigner ses patients. Zofia arrive avec une petite blessure au bras,
et elle aimerait que Zeno y jette un œil. Zeno commence à la soigner, mais il prévient Zofia d'être plus prudente, car ils ne savent jamais quand Krishna va apparaître. Et en parlant de Krishna, elle entre pour demander son chemin car elle s'est perdue en sortant. Dès que Krishna repère Zofia, elle sort ses pistolets, et Zofia sort ses couteaux en représailles. Les deux ont un petit face-à-face. Krishna demande à Zofia s'il y a vraiment un guérisseur maléfique qui rassemble des criminels pour menacer des innocents. Zofia ne nie pas qu'il y a un guérisseur, mais il n'est définitivement pas maléfique. Zofia est une voleuse, donc elle n'est pas exactement une citoyenne respectueuse des lois, mais elle sait pertinemment que des gens font bien pire parmi la noblesse. Par exemple, Zofia a entendu que Krishna enquêtait sur le réseau de traite, et après avoir creusé un peu, Zofia a découvert que la personne derrière tout ça est un aristocrate. Krishna ne la croit pas au début, car le réseau de traite est centré dans les bas-fonds, mais ce n'est qu'une ruse pour distraire l'ordre des chevaliers du vrai coupable. Krishna reste sceptique, mais elle demande à Zofia de lui dire qui est derrière les kidnappings, et Zofia explique que c'est un homme nommé Kalindor. Krishna trouve ça difficile à croire, car Kalindor est un philanthrope qui est très fier d'éduquer des orphelins, donc il ne pourrait jamais vendre des enfants comme esclaves. Zofia ne s'attendait pas à ce que Krishna la croie, car à ses yeux, tous les gens des bas-fonds ne sont que des criminels, mais le médiateur ne les a jamais traités comme ça. Il traite tout le monde équitablement et est toujours prêt à offrir une seconde chance, rien à voir avec Krishna et son sens de la justice stupide. Krishna est furieuse que Zofia insulte son sens de la justice, alors elle s'apprête à tirer, mais Zeno se met devant elle et ordonne à Krishna de baisser son arme. Krishna essaie de faire bouger Zeno, mais il dit qu'il ne peut pas, car Zofia est sa patiente, et il ne peut pas la laisser se faire blesser. Il s'excuse de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, mais il admet qu'il est le médiateur que Krishna recherche. Krishna pense que Zeno ment pour couvrir Zofia, car il ne peut pas être le médiateur guérisseur. Après tout, il est déjà un maître en magie défensive, donc il ne peut pas aussi être un maître en guérison. Zeno ne se qualifierait pas exactement de maître, mais il est sûr d'être compétent en magie de guérison et défensive, car les deux nécessitent simplement d'amplifier les fonctions naturelles du corps. Rien de tout ça n'a de sens pour Krishna, mais elle ne croit toujours pas que Zeno soit le guérisseur. Il est clair qu'il prend le parti de Zofia, mais par respect pour l'hospitalité qu'il lui a offerte hier, Krishna décide de partir sans se battre. En sortant, Lily remarque que Krishna se dirige vers le quartier où vivent tous les aristocrates, et Zeno réalise soudainement où elle doit aller. Krishna a pris au sérieux ce que Zofia a dit sur Kalindor, alors elle est allée à son manoir pour avoir une petite discussion avec lui. Elle ne peut évidemment pas lui dire qu'elle pense qu'il est responsable du réseau de traite d'enfants, alors elle invente une excuse pour sa visite. Elle lui dit qu'elle a entendu parler d'une récente augmentation des vols dans le coin, et Kalindor admet qu'il a eu des problèmes avec le gang des hommes lézards récemment. Alors Krishna dit qu'elle prévoyait d'augmenter les patrouilles de sécurité ici. Mais avant ça, elle voulait inspecter le manoir de Kalindor pour évaluer sa sécurité personnelle. Kalindor comprend pourquoi elle voudrait inspecter ses mesures de sécurité, alors il propose de lui faire visiter son manoir. Krishna est ensuite guidé à travers tout le bâtiment, et après la visite, Kalindor lui demande ce qu'elle pense de sa sécurité. Krishna le félicite pour sa grande attention aux détails dans la sécurisation de son manoir, mais elle remarque quelque chose d'étrange pendant la visite. Elle demande à Kalindor si elle peut utiliser les toilettes avant de partir, et il n'y voit pas d'inconvénient, alors Krishna quitte son bureau. Kalindor est un aristocrate de haut rang, donc ce n'est pas étrange qu'il ait un haut niveau de sécurité, mais c'est bizarre qu'il mette autant d'efforts à sécuriser un jardin. Elle réalise qu'il pourrait y avoir quelque chose là-bas, alors elle regarde par-dessus le mur et repère une entrée secrète. Elle descend dans le tunnel, et horrifiée, elle découvre que Zofia avait raison, Kalindor est vraiment derrière tous les kidnappings. Mais avant que Krishna ne puisse faire quoi que ce soit pour aider les enfants, Kalindor apparaît derrière elle et utilise les pistolets qu'elle a laissés à l'étage pour lui arracher le bras. Il trouve ça drôle d'avoir pu se débarrasser d'un chevalier si facilement et lui dit qu'elle n'aurait pas dû fouiner ici. Maintenant, il doit juste la finir pour continuer son opération de traite, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Zofia et Zeno apparaissent. Zeno s'inquiétait que Krishna se blesse quand il a réalisé où elle allait, alors il a demandé à Zofia de lui montrer le chemin. Kalindor refuse de laisser des témoins en vie, alors il règle le pistolet de Krishna sur le mode létal et tire Zeno en pleine face. Cependant, à son grand choc, Zeno est toujours en un seul morceau après avoir été touché, bien que les tirs létaux aient fait un peu mal. Kalindor panique et essaie de s'enfuir, mais il laisse tomber le pistolet par accident, alors Zeno le ramasse. Kalindor commence à supplier pitié, et chance pour lui, Zeno a une règle de ne pas tuer, mais il n'a pas de règle contre infliger de la douleur et de la souffrance, alors il règle le pistolet sur non létal et tire sur Kalindor dans la tête. Il va ensuite vérifier l'état de Krishna, mais elle lui dit qu'il est trop tard, son bras est parti, et une grosse partie de son ventre a disparu, alors elle a déjà accepté son sort, mais Zeno lui dit qu'elle ira bien. Bien qu'il va lui facturer cher pour ça, alors elle devrait s'attendre à une grosse facture. Quelques minutes plus tard, Krishna est de nouveau normal,
et elle est stupéfaite que Zeno ait pu guérir des blessures si graves instantanément. Elle réalise qu'il devait dire la vérité quand il a dit qu'il était le médiateur, mais maintenant elle n'a plus aucun intérêt à l'arrêter, car elle croit qu'il est un vrai héros. Cependant, Zeno ne se considère pas comme un héros dans cette situation. Il est juste un guérisseur qui s'est assuré que personne ne meurt. Si quelqu'un est un héros ici, ce serait Krishna, car elle a été la première à agir pour ses enfants. Elle est peut-être mal guidée parfois, mais au final, c'est une personne gentille qui veut sincèrement rendre le monde meilleur. Zofia et les hommes lézards les aident à sortir les enfants du donjon, mais les chevaliers royaux vont bientôt arriver, et Zeno ne veut pas avoir affaire à eux, alors lui et les autres commencent à partir. Cependant, avant qu'ils ne partent, Krishna le rattrape et demande pourquoi il a choisi de la sauver alors qu'elle était son ennemie à ce moment-là. Zeno se tourne vers elle et dit qu'il voulait juste s'assurer qu'elle paie sa facture. Elle lui doit encore de l'argent pour avoir passé la nuit dans sa clinique, et il s'attend à un paiement complet, incluant le coût de sa guérison, avant la fin de la semaine. Comme Zeno n'aura plus à s'inquiéter de Krishna, les choses reviennent à la normale pour lui et Loli, mais la vie de Zeno n'a pas toujours été aussi bonne. Quand il était enfant, il était un orphelin sans le sou dans les bidonvilles, et il n'avait rien pour lui, alors il passait tout son temps assis dans une ruelle. Un jour, Aston traversait les bidonvilles, essayant de décider quel enfant il voulait kidnapper, mais jusqu'à présent, il était déçu car aucun d'entre eux ne semblait capable de faire un bon bouclier humain. C'est alors qu'il aperçoit Zeno et décide de le prendre. Il s'approche et commence à lui parler. En gros, il dit à Zeno, « Tu es pauvre, sans emploi et affamé, alors viens avec moi pour une aventure. » Il dit tout cela sur un ton poli teinté de fausse gentillesse, alors Zeno croit à tort qu'il est une bonne personne. Cependant, Zeno hésite à accepter l'offre car les gens des bidonvilles n'ont généralement pas le droit de devenir aventuriers, mais Aston lui dit que tant qu'il a les compétences nécessaires, il peut tout faire. Il demande à Zeno s'il sait faire quelque chose, et Zeno lui répond qu'il connaît un peu la magie de guérison. Aston ne le croit pas du tout, car apprendre la magie de guérison nécessite des années d'études à l'Académie royale, alors il est impossible qu'un orphelin quelconque ait réussi à la maîtriser seul. Mais peu importe que Zeno puisse utiliser la magie de guérison ou non, Aston veut simplement l'utiliser comme distraction en cas de problème. Alors, lorsque Zeno accepte de l'accompagner, Aston l'emmène dans les bois. Là-bas, les deux font face à un monstre loup, et pendant qu'Aston le combat, il est légèrement blessé. Zeno utilise alors sa magie pour le soigner. Aston charge ensuite le loup, et Zeno utilise à nouveau sa magie de guérison pour augmenter la vitesse d'Aston. Grâce à ce boost, Aston parvient à trancher la tête du loup d'un seul coup. Cependant, il ne remarque pas que ses blessures ont été soignées en plein combat ou qu'il est soudainement devenu plus rapide à un moment donné, alors il pense que Zeno est absolument inutile. Après quelques années de cela, Aston finit par expulser Zeno de son groupe, et nous savons ce que Zeno a fait depuis, mais le groupe d'Aston n'a pas si bien réussi. Après avoir viré Zeno, Aston et le reste du groupe entrent dans une grotte pour leur prochaine mission. Celle-ci est très importante car ils comptent l'utiliser pour gagner les faveurs des puissants nobles du royaume, mais ils détestent tous le travail que cela implique. Yuma leur dit que plus vite ils finiront le travail, plus vite ils pourront retourner à l'auberge et continuer à boire. Andrew est excité car les femmes les courtisent toujours dès qu'ils mentionnent qu'ils sont membres du groupe du Phénix doré. Après tout, leur groupe est célèbre pour accomplir des missions et tuer des bêtes magiques sans subir aucune blessure. C'est alors qu'ils tombent sur les monstres qu'ils sont venus tuer. Aston dégaine son épée et se prépare à attaquer. Il dit à Gale de lui lancer une magie de défense pendant qu'il charge, et Gale le fait, mais pendant qu'Aston combat les loups, son bras est tout de même brûlé. Pendant ce temps, Yuma se fait déchiqueter par l'un des loups à l'arrière, alors il ne sera pas d'une grande aide. Aston crie à Andrew de se dépêcher et de lancer une magie d'attaque, mais il lui faut 4 à 5 jours ouvrés pour finir d'incanter le sort, alors il se prend une boule de feu en plein milieu. Aston est choqué et se demande si son équipe a toujours été aussi inutile, mais il est clair qu'ils ne vont pas gagner ce combat, alors il ordonne à tout le monde de battre en retraite immédiatement. Une fois dehors, Aston demande à ses coéquipiers pourquoi ils ont eu du mal contre des monstres de rang B au mieux, mais Andrew lui répond qu'il n'a pas fait grand-chose contre les loups non plus. Gale demande à Aston s'il est possible que Zeno disait la vérité quand il affirmait les soigner, mais Aston ne pense pas que ce soit possible car il est impossible qu'un paysan de basse classe comme lui puisse utiliser la magie de guérison. Mais par précaution, Aston pense qu'il serait bon d'engager un guérisseur pour leur groupe. Quelques jours plus tard, il retourne dans la grotte après avoir embauché une guérisseuse. Elle s'appelle Alma, mais elle prévient Aston qu'elle n'est pas adaptée aux soins sur le champ de bataille. Elle ne soigne généralement qu'à la capitale, mais elle avait juste une licence d'aventurière, alors elle a accepté de les accompagner. Cependant, elle se demande pourquoi le Phénix doré aurait besoin d'un guérisseur, puisqu'ils sont célèbres pour accomplir des missions sans blessure, mais Aston ne veut pas expliquer ce qui s'est passé et lui dit de s'occuper de ses affaires. Gale demande à Alma si Yuma va s'en sortir, car il a été gravement mutilé par les loups la dernière fois. Alma est celle qui l'a soigné, alors elle est sûre qu'il survivra, mais avec la gravité de ses blessures,
il n'y a aucun moyen qu'il retourne à l'aventure. On pourrait penser qu'Aston montrerait un peu de compassion pour un coéquipier handicapé à vie, mais il passe simplement à autre chose et dit que Yuma ne valait pas la peine qu'on le garde. Et si vous vous demandez pourquoi cette mission est si importante, un leur dit qu'il veut faire une écharpe avec l'une des renards de feu comme cadeau pour sa fille, et si cela peut lui valoir les bonnes grâces de l'orphénelle, il est prêt à risquer sa vie pour cette écharpe. Cependant, moins de 2 secondes plus tard, son plan commence à s'effondrer car les loups lancent une attaque surprise. Aston commence immédiatement à riposter et demande à Gale de lancer sa magie de défense sur tout le monde, mais alors qu'Aston charge, il ne parvient même pas à toucher un seul loup. Les loups lui envoient alors 4 boules de feu, et Aston parvient à en bloquer 3, mais la dernière frappe Andro en plein ventre, et il est hors combat. Aston continue d'essayer de frapper les loups en vain, mais Alma crie qu'ils doivent battre en retraite car Andro est dans un état critique. Aston n'arrive pas à croire que tout s'effondre encore une fois, alors une fois dehors, il crie sur Gale et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé la magie de défense pour protéger Andro. Cependant, Alma lui dit que la magie de défense de Gale a été efficace, et que sans elle, Andro serait mort sur le coup d'un tel coup. Aston lui demande de se dépêcher et de soigner Andro, mais Alma lui dit que c'est impossible. Seuls les guérisseurs tardifs ou les saints ont le pouvoir de soigner de telles blessures sans préparation spéciale, alors à moins qu'il n'amène Andro à l'hôpital rapidement, il va mourir. Plus tard, Aston rencontre le serviteur de l'orphénelle, qui lui dit que l'orphénelle est très déçu de lui. Aston implore une seconde chance car il est sûr qu'il peut obtenir la fourrure pour l'écharpe s'il essaie encore une fois, mais l'anniversaire de la fille de Fennel est déjà passé, alors cela ne sert à rien. La raison pour laquelle l'orphénelle est si déçu n'est pas que le phénix doré a échoué à accomplir la quête, c'est qu'Aston n'a cessé de lui assurer qu'il le ferait. Si Aston avait simplement dit à l'orphénelle que la mission était impossible à accomplir pour une raison quelconque, il l'aurait accepté et aurait arrangé un autre cadeau pour sa fille, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Pendant un instant, Aston essaie de rejeter toute la faute de ce gâchis sur Zeno, mais il se rappelle qu'il n'a jamais officiellement enregistré Zeno comme membre du groupe, alors pour tout le monde, Zeno n'a jamais fait partie du groupe et ne peut être tenu responsable de quoi que ce soit. Au lieu de cela, il est obligé de s'incliner et de s'excuser pour tous les problèmes qu'il a causés, mais il déteste le fait qu'il s'incline ainsi devant un serviteur. Il promet qu'il se rachètera, mais le serviteur de l'orphénelle lui demande comment il compte faire alors que la moitié de ses coéquipiers sont pratiquement morts. Aston l'assure qu'il prévoit de recruter de nouveaux membres pour compenser les pertes, et la prochaine fois que l'orphénelle leur confiera une mission, il fera en sorte qu'ils l'accomplissent. Sur ce, le serviteur de l'orphénelle part, mais Gale demande à Aston si c'est vraiment une bonne idée de faire de telles promesses. Après tout, ils n'ont aucune piste pour recruter des personnes compétentes, et il est impossible qu'ils puissent gérer des quêtes à deux. Aston dit à Gale de ne pas s'inquiéter car il a déjà un plan. Il ne pense toujours pas que Zeno vaut grand-chose, mais il ne peut nier que le groupe était bien meilleur quand il était là, alors Aston prévoit de le ramener. Il est convaincu que Zeno sera désespéré de réintégrer le phénix doré malgré tout le mauvais traitement qu'il a subi. Le lendemain, Aston et Gale se rendent dans les bidonvilles pour chercher Zeno, mais ils ne savent pas par où commencer, alors Aston a une idée géniale. Il va engager les 3 chefs de faction pour l'aider à trouver Zeno, et il est sûr qu'ils le feront car des minables comme eux feraient n'importe quoi pour de l'argent. Peu après, un homme lézard le conduit à Zofia, et il dit qu'il veut l'engager pour un travail. Zofia n'est pas vraiment intéressée car cela empiète sur son temps de visite quotidienne à la clinique, mais elle est prête à écouter un client payant. Aston se présente comme le chef du Phénix doré et dit à Zofia qu'il cherche un homme nommé Zeno, qui est arrivé dans les bidonvilles il y a environ 2 mois. Zofia n'arrive pas à croire ce qu'elle entend au début, car Zeno lui a raconté comment Aston l'a viré du Phénix doré, et c'était déjà un geste stupide, mais elle n'aurait jamais pensé qu'Aston serait assez stupide pour venir chercher Zeno ensuite. Elle dit à Aston de disparaître de sa vue car Zeno a mieux à faire que de le rencontrer, et franchement, la vue d'Aston la dégoûte. Aston est offensé, et pendant un instant, il envisage d'attaquer Zofia, mais il réalise qu'il se ferait battre, alors il recule. Comme Zofia refuse de l'aider, Aston essaie de demander de l'aide à la faction de Linga, mais dès qu'elle comprend qui est Aston, elle lui dit de dégager. Aston est choqué que Linga soit aussi ami avec Zeno, et au cas où il penserait à faire un scandale, Linga rappelle à Aston qu'elle pourrait le tuer 3 fois avant même qu'il ne cligne des yeux si elle le voulait. Aston essaie alors de demander de l'aide à Loo, mais comme les autres, elle lui dit d'aller en enfer, et si elle découvre qu'il harcèle Zeno, elle lui écrasera personnellement la tête entre ses cuisses. Aston et Gale quittent immédiatement la grotte de Loo, et Aston n'arrive pas à croire que tous les chefs de faction tiennent autant à Zeno. Il essaie de se convaincre qu'ils doivent parler d'un autre gars appelé Zeno, car il est impossible que le Zeno qu'il connaît ait autant d'influence ici. Mais en parlant de Zeno, Gale aperçoit justement Zeno qui marche dans la rue avec Loli. Loli et Zeno viennent de finir leur course de la journée, alors ils s'apprêtaient à rentrer chez eux quand Aston appelle soudainement Zeno. Zeno est choqué de revoir Aston et Gale, mais il n'aime pas vraiment les regarder, alors il commence à s'éloigner.
Aston l'arrête et crie qu'il est venu spécialement pour accueillir Zeno de retour dans le Phénix doré, mais avant même qu'il ait fini de parler, Zeno refuse. Aston n'arrive pas à y croire, car il était convaincu que Zeno serait reconnaissant de réintégrer le groupe, mais Zeno commence à énumérer tout ce qu'Aston lui a fait subir la dernière fois, y compris les mauvais traitements et le paiement misérable. Il n'y a littéralement aucune raison pour Zeno de retourner dans le Phénix doré, mais si Aston est si désespéré, Zeno dit qu'il est prêt à l'accompagner pour quelques quêtes s'il a le temps. Cependant, Zeno refuse de travailler gratuitement cette fois, alors Aston devra le payer correctement. Zeno veut 50 000 pour soigner des blessures basiques et 1 million pour des blessures critiques. En plus de cela, Aston devra payer en plus pour la magie de défense et les boosts de Zeno. Mais si Aston ne veut pas payer le prix, alors il n'y a plus rien à dire, et Zeno recommence à s'éloigner. Aston est offensé que Zeno ose le rejeter, alors il dégaine son épée et essaie de l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il se fait exploser par Krishna. Elle dit à Aston que c'est assez stupide d'attaquer quelqu'un effrontément en présence d'un chevalier royal. Elle est venue ici parce qu'elle voulait voir Zeno, mais comme Aston vient de commettre une tentative d'agression, elle va devoir l'arrêter maintenant. Cependant, Aston commence à courir car il ne veut pas finir en prison. Après tout ce gâchis, Zeno et Loli rentrent chez eux pour la journée, et peu après, Zofia, Linga et Lo se présentent. Elles disent à Zeno qu'Aston a essayé de les engager pour le trouver, et bien qu'elle l'ait toute rejetée, Zofia s'inquiète qu'il puisse continuer à poursuivre Zeno. S'il se rend à la guilde clandestine illégale, Aston pourrait même engager un assassin pour s'en prendre à Zeno par dépit. Mais encore une fois, engager des assassins coûte cher, et si Aston était assez désespéré pour venir chercher Zeno au lieu d'engager d'autres membres de groupe, alors il est probablement fauché. Cela dit, Zofia est toujours inquiète car il y a des rumeurs sur un homme nommé le guide de la guilde clandestine qui accepte de faire des missions gratuitement sous certaines conditions, alors si Aston parvient à convaincre le guide, cela pourrait signifier des ennuis pour Zeno. Peu après, Zeno n'arrive pas à dormir à cause du stress de revoir Aston, alors Camilla descend le rejoindre pour une raison quelconque, car elle s'inquiète pour lui. Pendant qu'elle est là, Camilla demande à Zeno si c'est vraiment vrai qu'il a appris à utiliser la magie de guérison dans les bidonvilles, alors il explique qu'il essayait de ressusciter un cadavre, et que la magie de guérison lui est venue naturellement après cela. Camilla lui dit que la magie de résurrection est interdite, mais pour la défense de Zeno, il ne savait pas que c'était interdit quand il l'a essayé pour la première fois. En parlant de magie interdite, Camilla se souvient de quelque chose ressemblant à de la vie artificielle de l'époque où elle était en vie. C'était pendant que le seigneur démon était encore en vie, et il menait souvent des guerres avec des golems animés par de la magie interdite. C'est alors que Zeno entend un tumulte à l'extérieur, alors Camilla propose d'aller vérifier, et à son horreur, elle voit une grande partie des bidonvilles en feu alors qu'un golem se déchaîne. Il s'avère qu'Aston était vraiment assez mesquin pour essayer d'engager un assassin pour éliminer Zeno, comme s'il était trop fauché pour des assassins normaux et avait été orienté vers le guide à la place. Le guide a dit qu'il était prêt à prendre le travail gratuitement, mais il voulait d'abord entendre toute l'histoire pour décider si ça valait son temps. Aston a tout expliqué en détail, et le guide trouve hilarant qu'Aston soit un tel connard égoïste, mais à part ça, il pense que ce serait amusant de s'en prendre à Zeno, car il cherchait une occasion d'essayer son nouveau jouet. Retour au présent, Zeno et Carmela viennent d'arriver en ville, et de près, les dégâts sont bien pires qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils sont bientôt rejoints par Zofia, Linga et Lo, qui demandent l'aide de Zeno car beaucoup de leurs gens ont été blessés par la folie du golem. Ils leur demandent s'ils ont une idée d'où ils pourraient venir, mais pour eux, c'est un mystère total. Le seul indice qu'ils ont est qu'ils ont vu le golem venir des profondeurs des bidonvilles, mais ça n'explique pas pourquoi il est là en premier lieu. Après avoir appris que les monstres venaient des profondeurs des bidonvilles, Zeno s'inquiète que le guide souterrain soit derrière tout ça, mais ce n'est pas le moment de spéculer. Zeno se tourne vers les autres et leur demande de rassembler tous les blessés en un seul endroit pour qu'ils puissent commencer à les soigner. Mais une fois que ce sera fait, il jure qu'il fera regretter à celui qui est derrière tout ça. Au même moment, le guide observe la destruction à distance en sécurité, et il est satisfait de la puissance du golem, mais sa vitesse pourrait être améliorée. Quoi qu'il en soit, ça devrait être plus que suffisant pour mener à bien la mission qu'on lui a confiée. Il ne connaît pas beaucoup Zeno, mais il a hâte de voir comment il réagira quand tous ses amis commenceront à mourir un par un autour de lui. Pendant ce temps, de retour en ville, Linga, Lo et Zofia rassemblent toutes leurs troupes et leur ordonnent de trouver tous les blessés et de les amener à Zeno. Une fois que tout le monde a été secouru, Zeno se prépare à les soigner, alors il avertit Carmela de s'éloigner pour ne pas être banni. Zeno lance à île sur toute la zone, et tous les résidents blessés se sentent immédiatement mieux, alors il leur dit d'évacuer dès que possible. Il fait ensuite le tour pour finir de soigner ceux qui étaient hors de portée de Haïl, mais il est vraiment furieux à cause de toute cette situation. Non seulement il a été forcé de sortir au milieu de la nuit, mais il a aussi dû soigner des centaines de personnes, et rien ne garantit qu'il sera payé pour ça. Il prévoit de faire payer le maître du golem,
mais ils n'ont toujours aucune idée d'où il est ou quel était son objectif en faisant ça. Retour au guide, il est surpris que Zeno ait pu soigner chaque personne blessée car il était sûr qu'au moins quelques personnes mourraient dans ce chaos. D'un seul coup d'œil, il peut dire que Zeno est un guérisseur d'élite, mais même si Zeno peut soigner les gens pour les empêcher de mourir, tant qu'il n'arrête pas le golem, il continuera à tout détruire. Zeno vient de finir de soigner tous les blessés, et tout le monde a évacué, mais le golem continue de tout détruire. Zeno demande s'il y a une chance qu'il s'ennuie et parte de lui-même, mais Carmela lui dit que c'est impossible. Les golems sont conçus pour continuer jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur objectif, et il est probable que le golem ait reçu l'ordre de détruire les bidonvilles, donc il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne restera rien. Pourtant, la pierre magique de haute pureté utilisée pour fabriquer les cœurs de golem aurait dû être entièrement épuisée pendant la Grande Guerre, donc elle ne sait pas comment quelqu'un a pu mettre la main sur des objets aussi rares. Zeno espérait vraiment pouvoir se reposer, mais il ne peut pas le laisser continuer à détruire cet endroit, donc il va devoir s'en occuper avant que les choses n'empirent. Les autres ont proposé de se joindre à lui, mais Zeno leur demande s'ils sont sûrs car il ne peut pas garantir qu'il aura le temps de les soigner s'ils sont blessés au combat. Ils sont tous bien conscients des risques, mais ils veulent quand même se battre à ses côtés pour défendre leur maison. Il est heureux d'avoir leur soutien, mais ils vont avoir besoin d'un plan d'attaque, alors Zeno demande à Carmela si elle sait comment détruire un golem. Elle explique qu'il va devoir détruire la pierre magique qui compose le cœur du golem, sinon, il continuera éternellement. Zeno est déçu d'entendre ça car il espérait pouvoir vendre le cœur du golem pour se faire un peu d'argent, mais c'est comme ça. Il dit à tout le monde de commencer à attaquer le golem avec tout ce qu'ils ont pendant qu'il fournit un soutien, alors les trois se ruent immédiatement à l'attaque. Alors qu'ils avancent, Zeno lance un buff d'agilité pour les accélérer, et une fois qu'ils sont sur le point d'attaquer, il lance son boost de force, permettant aux trois de briser la jambe du golem. Avec une jambe détruite, le golem perd l'équilibre et tombe au sol, mais la victoire fut de courte durée car la pierre magique dans le cœur du golem lui permet de se régénérer indéfiniment. Le golem repousse alors Linga, et elle est frappée si fort qu'elle traverse 3 maisons avant de s'arrêter. Normalement, tous ses os devraient être brisés maintenant, mais grâce à Zeno, elle va parfaitement bien. Cela fait un moment que Zeno n'a pas participé à un vrai combat, donc il est un peu rouillé, mais il commence à retrouver son rythme. Il doit juste garder 2 choses à l'esprit, il ne peut pas s'éloigner trop des autres, sinon ses buffs seront moins efficaces, et comme les séquences d'activation pour les buffs de soins, d'agilité et de force sont différentes, il ne peut pas utiliser les 3 en même temps, donc il doit alterner les buffs en fonction des besoins du moment. Après un moment, Zeno comprend que la régénération du golem n'est pas instantanée, donc s'il lui inflige assez de dégâts en une fois, ils peuvent l'immobiliser. Il demande aux filles de briser les 2 jambes du golem, et une fois que c'est fait, le golem commence à tomber au sol à nouveau, mais il y a une mauvaise nouvelle, Zofia repère un enfant caché dans l'une des maisons, et le golem va tomber pile sur elle. Zeno ne peut pas lancer de magie de défense sur la fille à cette distance, donc il essaie de courir vers elle pour l'empêcher d'être écrasée. Cependant, il n'arrive pas à temps. Logiquement, la fille devrait être morte, mais pour une raison quelconque, le golem s'est arrêté pour ne pas la blesser. Ça ne devrait pas être possible car, d'après Carmela, les golems n'ont pas la capacité mentale de vouloir protéger les gens. Il doit y avoir quelque chose d'unique chez ce golem, et Zeno vient de comprendre quoi car il a scanné le golem et a trouvé Aston piégé à l'intérieur. Le guide est honnêtement surpris que Zeno ait pu le découvrir si vite, mais cette connaissance ne l'aidera pas de toute façon. Le cristal magique que le guide avait été imparfait, donc il ne pouvait pas s'en servir pour fabriquer un golem normalement. C'est pourquoi il a décidé d'utiliser un humain comme catalyseur, et Aston était le cobaye parfait pour essayer. Il a trompé Aston et a implanté la pierre magique dans son corps pour créer un cœur de golem, et à partir de là, Aston et le golem ont été fusionnés définitivement. Maintenant, le guide a hâte de voir comment Zeno réagira à cette nouvelle révélation, car après toutes les vies que Zeno a sauvées, il sait qu'il aura du mal à tuer. Zeno prend une profonde inspiration et demande aux autres de quitter le champ de bataille pour l'instant. Les filles sont perplexes et ne comprennent pas pourquoi Zeno veut qu'elles partent alors qu'elles étaient sur le point d'en finir avec le golem, mais vu ce que Zeno sait maintenant, il doit faire ça seul. Elles ne comprennent pas vraiment ce qu'il veut dire, mais elles font confiance au jugement de Zeno, donc elles s'éloignent toutes pour lui laisser de l'espace. Une fois que les autres sont partis, Zeno dit à Aston qu'il est temps de régler ça une fois pour toutes. Toute leur relation a commencé quand Aston a recueilli Zeno des bidonvilles, mais il avait toujours des objectifs égoïstes à l'époque. Cependant, tout à l'heure, il a choisi de sauver cet enfant, et Zeno se souvient que le guide a mentionné la raison pour laquelle Aston est si obsédé par l'argent et le pouvoir. Quand Aston était plus jeune, sa sœur est morte parce qu'il n'avait pas les moyens d'engager un guérisseur pour elle, donc il a cherché l'argent et le pouvoir depuis. Cette petite fille a dû lui rappeler sa petite sœur, c'est pourquoi il l'a sauvée instinctivement. Ça n'excuse pas tout ce qu'Aston a fait, mais ça fait se demander à Zeno s'il reste un peu d'humanité en lui. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'Aston n'a plus toute sa tête, donc Zeno n'a pas vraiment le choix ici,
alors il prépare son scalpel. Aston essaie d'écraser Zeno, donc il esquive et transforme son scalpel en épée pour trancher les bras d'Aston. Il saute ensuite en l'air et tranche un trou dans la poitrine du golem pour voir le vrai corps d'Aston. Il n'est pas exactement ravi de ça, mais il doit s'assurer qu'Aston ne puisse plus causer de problème, donc il lui tranche la poitrine. Le guide est surpris que Zeno ait pu tuer Aston avec si peu d'hésitation, mais encore une fois, d'après ce qu'il a entendu, Aston l'a beaucoup maltraité, donc c'est logique qu'il veuille se venger. Zeno ne tranche Aston que pour détruire les parties fusionnées, la pierre magique, puis il soigne le corps d'Aston pour le garder en vie. Le guide est stupéfait que Zeno soit capable de faire quelque chose comme ça car ça demande une concentration folle à exécuter, en plus du fait que Zeno a déjà soigné des centaines de personnes il y a quelques minutes. Personnellement, Zeno ne veut pas se donner tout ce mal pour sauver Aston car il se fiche complètement qu'il meure, mais quelqu'un doit payer pour tous ses dégâts, et Zeno sait déjà qu'Aston est trop fauché pour payer lui-même, donc il ne le laissera pas mourir avant qu'il ne dénonce la personne qui a créé le golem. Aussi, même si Aston est peut-être un connard sans valeur, Zeno ne niera pas que si Aston ne lui avait pas donné cette pièce d'or comme indemnité, alors Zeno n'aurait pas pu sauver Lily, et il n'aurait jamais ouvert sa clinique. Et surtout, en tant que guérisseur, il a juré de sauver autant de vies que possible, et ça inclut Aston. Zeno lève ensuite son épée et porte un dernier coup sur la pierre magique, la détruisant complètement et libérant Aston du golem. Les choses se calment après ça, et après qu'Aston reprend conscience, il comprend vraiment à quel point Zeno est incroyable. Il était partiellement conscient pendant qu'il était piégé dans le golem, donc il a pu voir comment Zeno soutenait les chefs de faction au combat, et il a réalisé que Zeno devait faire la même chose quand il faisait partie de son groupe. Être trahi et utilisé comme une marionnette sans cervelle a fait réaliser à Aston à quel point il a été un connard, et il sait que rien de ce qu'il dira ne réparera ce qu'il a fait, mais il veut quand même s'excuser. Zeno ne supporte pas de voir Aston ramper, donc il lui dit de relever la tête, mais pas parce qu'il lui pardonne, parce qu'il veut lui donner un coup de poing bien net avant de rentrer chez lui. Il a envie de frapper Aston depuis longtemps, mais le faire pendant qu'il était inconscient n'aurait pas été bien. Cependant, maintenant qu'Aston est réveillé, Zeno n'a pas à se retenir. Il se donne un boost de force X10 et commence à marcher lentement vers Aston avant de lui asséner le coup de poing le plus satisfaisant qu'il ait jamais donné. Aston est mis KO, et quelques heures plus tard, après son réveil, il trouve Krishna debout devant lui. Elle lui dit qu'elle a déjà croisé Zeno en chemin, donc elle a compris l'essentiel de ce qui s'est passé, et elle dit à Aston qu'il a vraiment de la chance qu'il n'y ait pas eu de mort car il aurait dû faire face à des accusations de meurtre. Cela dit, elle l'arrête quand même pour plusieurs autres charges, dont la destruction de propriété et l'agression, ainsi que l'indécence publique, parce que le coup de poing de Zeno a fait tomber tous les vêtements d'Aston. Elle a aussi un message que Zeno lui a demandé de transmettre à Aston, donc elle lui dit que Zeno a pris son épée pendant qu'il était inconscient. Elle était de très haute qualité, donc si Zeno la vend, ça devrait couvrir le coût de toutes les propriétés qu'Aston a détruites. Krishna dit ensuite que Zeno avait un autre message pour Aston et lui dit de regarder dans sa main. Aston le fait et trouve une pièce d'or, que Zeno lui a donnée comme indemnité de départ. Avec ça, Zeno ne veut plus jamais voir ou entendre parler d'Aston. Aston baisse les yeux, vaincu, car il sait qu'il mérite ça, mais maintenant il n'a vraiment plus rien. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Zeno est si épuisé qu'il peut à peine marcher. Les autres s'inquiètent pour lui, donc ils proposent de le porter jusqu'à chez lui, mais Zeno dit que ce n'est pas nécessaire car il sait qu'ils doivent être fatigués aussi. Cependant, les filles le portent quand même parce que, vu tout ce que Zeno fait toujours pour eux, c'est normal qu'elles l'aident maintenant. Pendant ce temps, de retour à la clinique, Carmela a tout raconté à Lily, donc quand Zeno rentre enfin à la maison, elle l'accueille et lui demande s'il veut une tasse de thé. Krishna a fait de son mieux pour enquêter sur la personne derrière l'incident du golem, mais elle n'a pas pu recueillir beaucoup d'informations. Tout ce qu'elle sait, c'est que cette personne s'appelle le guide, et qu'il est très insaisissable. Elle a essayé de le retrouver, mais il n'y avait pas beaucoup de traces à suivre. L'endroit où Aston a rencontré le guide avait déjà été nettoyé, sans laisser de traces. Zofia a également fait quelques recherches dans la guilde souterraine, et d'après ce qu'elle a entendu, le guide n'a commencé à apparaître là que récemment. À part ça, personne ne sait rien sur le guide, donc interroger les gens ici ne servira pas à grand-chose. Krishna dit qu'elle va poursuivre le guide en tant qu'individu dangereux, mais compte tenu de la façon dont il a caché ses traces, elle doute qu'il fasse une apparition prochainement. Cependant, Zofia pense que le guide reviendra tôt ou tard parce que les gens comme lui ne disparaissent pas sans planifier quelque chose de grand pour leur retour. Et si c'est le cas, alors ils devront être préparés à ce que le guide a prévu. Krishna lui dit d'arrêter de faire des suppositions sans fondement car elle n'a aucune preuve que le guide reviendra, mais Zofia rétorque que Krishna faisait aussi des suppositions il y a quelques minutes. Zeno leur dit à toutes les deux d'arrêter de se disputer et demande s'il y a une raison particulière pour que Krishna soit assise à la table de l'autre côté de la pièce, loin de tout le monde, car cela rend difficile une conversation comme celle-ci. Krishna explique que bien qu'elle soit reconnaissante de l'aide de Zofia l'autre jour,
Son statut de chevalier royal fait qu'elle ne peut pas être vue en train de discuter tranquillement avec des demi-humains comme ça. Zeno sent qu'une dispute est sur le point d'éclater, et il ne veut pas y prendre part, donc avant que les choses ne s'enveniment, il pousse tout le monde dehors et leur dit de ne pas revenir aujourd'hui à moins d'être blessé. Zeno s'assoit ensuite à son bureau et essaie de se détendre, mais Lily s'approche nerveusement de lui et dit qu'elle a une idée. Elle sait que Zeno doit être épuisé par tout le mana qu'il a utilisé lors du combat contre le golem, donc elle s'apprête à lui suggérer d'aller à une source chaude avec elle pour se détendre. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Zofia la devance et fait irruption par la porte, demandant à Zeno s'il aimerait aller à une source chaude pour se détendre. Zeno pense que ce serait un bon changement par rapport à sa routine habituelle, donc il accepte, et Zofia part heureuse. Quelques instants plus tard, Linga arrive, et après avoir regardé autour d'elle pour s'assurer que les autres ne sont pas à proximité, elle demande à Zeno s'il aimerait aller à la source chaude avec elle. Zeno pense toujours que la source chaude est une bonne idée, mais il ne peut pas accepter la demande de Linga car Zofia l'a déjà invité en premier. Cependant, avant qu'il ne puisse le dire, Linga dit qu'elle le retrouvera à la source chaude et part. Quelques instants plus tard, l'eau arrive, et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, Zeno sait exactement ce qu'elle va dire. Comme prévu, elle allait lui demander d'aller à la source chaude avec elle, et elle prend le fait que Zeno savait déjà ce qu'elle voulait comme un oui, donc elle dit qu'elle le retrouvera à la source chaude. Et quelques instants après, la même chose se produit avec Krishna, donc Zeno commence à se demander pourquoi tout le monde veut soudainement aller à la source chaude à tout prix. Il se souvient alors que Lily allait lui demander quelque chose avant d'être interrompue, mais elle ne veut pas admettre qu'elle allait aussi lui demander d'aller à la source chaude avec elle, donc elle reste silencieuse. Carmela a tout entendu, et elle trouve hilarant que Lily ait rassemblé tout ce courage pour être éclipsée par les autres, mais Zeno n'a aucune idée de ce dont elle parle. Quoi qu'il en soit, Carmela est sûre que des choses plus intéressantes se produiront aux sources chaudes, et ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée, donc elle dit qu'elle va venir aussi. Un peu plus tard, Zeno est en train de se tremper dans le bain quand Zofia entre soudainement. Il lui rappelle que c'est un bain pour hommes, mais Zofia dit que ce n'est pas grave car elle a mis un panneau indiquant que ce bain est hors service, donc personne ne devrait les déranger ici. Honnêtement, Zofia est entrée ici pleinement préparée à se jeter sur Zeno, mais elle ne voulait pas aller trop loin, donc elle s'est contentée de discuter pendant qu'ils se trempent tous les deux. Elle mentionne que les gens ne cessent de lui dire qu'elle a changé depuis qu'elle a rencontré Zeno, et Zeno admet que Zofia est beaucoup moins agressive maintenant par rapport à avant. Mais pour l'instant, Zeno est plus préoccupé par le fait que Zofia est un peu trop proche de lui. Zofia espérait que la conversation ferait baisser la garde de Zeno suffisamment pour qu'elle puisse bondir, mais comme elle s'est fait prendre, elle commence à essayer de se débattre pour se glisser dans les bras de Zeno. C'est alors que Linga arrive et crie sur Zofia pour avoir essayé de prendre de l'avance et s'être faufilée dans le bain des hommes pour voir Zeno. Cependant, Linga est là pour la même raison, donc elle commence à prétendre avoir des vertiges pour pouvoir tomber dans les bras de Zeno. Cependant, Zofia refuse que cela se produise, donc elle attrape Linga et commence à la repousser loin de Zeno. Pendant que ces deux-là se battent, l'eau émerge de l'eau et demande à participer à tout le plaisir. Zeno lui demande pourquoi elle est là et pourquoi elle n'a pas de serviette, donc l'eau explique qu'elle se cachait dans l'eau, attendant le moment parfait pour être seule avec Zeno. Quant à pourquoi elle est nue, elle voulait donner à Zeno une vue complète de son corps tonique, donc elle lui demande ce qu'il en pense. Zeno ne peut honnêtement pas voir grand-chose avec la lumière derrière l'eau, mais cela ne change pas à quel point tout cela est bizarre. Il s'assoit et attend que les filles finissent en espérant qu'elles s'épuiseront, mais Krishna arrive aussi et commence à crier sur les autres pour avoir fait une telle scène dans le bain des hommes. Cependant, elles lui font immédiatement remarquer que Krishna n'a pas le droit de dire ça alors qu'elle est clairement venue ici pour être seule avec Zeno aussi, mais Krishna dit que ce n'est pas le propos. Toutes les quatre commencent maintenant à se battre pour Zeno, mais cela commence vraiment à l'énerver, donc il leur crie de sortir et de retourner dans le bain des femmes. C'est si bruyant que Yuman peut l'entendre depuis le bain des femmes, et elle n'arrive pas à croire qu'il y ait des filles assez sans gêne pour se faufiler dans le bain des hommes, mais elle espère juste que ces bizarres ne gâcheront pas ses vacances. C'est alors que les filles retournent dans le bain des femmes, et elles sont toutes déçues que Zeno les ait rejetées, mais elles semblent bien s'entendre maintenant. Yuman est un peu surprise car ce n'est pas tous les jours qu'on voit un humain, une louve-garou, une ogre et une personne lézard traîner et discuter aussi tranquillement. Quelques minutes plus tard, tout le monde sort du bain et s'assoit pour un festin ensemble, mais Krishna hésite encore à admettre qu'elle est amie avec tout le monde ici, donc elle lutte contre l'envie de participer au plaisir. Un peu plus tard, Zeno couche Lily et sort sur le balcon pour parler à Carmela. Elle lui demande s'il s'amuse bien, et Zeno admet que le repas était amusant, ou du moins l'était jusqu'à ce que tout le monde commence à être ivre et à essayer de s'asseoir sur ses genoux. Carmela trouve tout cela drôle, donc elle dit à Zeno qu'il pourrait aussi bien profiter de ce plaisir inoffensif tant qu'il dure car elle est sûre que les choses vont devenir très compliquées pour lui à l'avenir. Zeno lui dit d'arrêter de parler avant qu'elle ne porte malheur à son avenir, mais il est déjà trop tard car l'intuition d'un spectre n'a presque jamais tort. À ce propos, Zeno se souvient que les spectres ne peuvent pas rester trop longtemps au soleil,
donc il se demande comment Carmela a même réussi à venir ici. Elle explique qu'il lui a suffi de posséder ce bâton là-bas et de demander à Lily de le porter ici. Les spectres ne peuvent posséder que des objets auxquels ils étaient attachés de leur vivant, donc Zeno lui demande ce qu'elle faisait à l'époque, mais Carmela n'aime toujours pas parler de son passé, donc elle change de sujet et propose de servir un verre à Zeno. Le lendemain matin, il y a une énorme explosion dans la cuisine, donc Human se précipite pour voir ce qui s'est passé et trouve l'un des propriétaires allongé sur le sol. Il préparait le petit déjeuner quand les pierres de magie de feu dans le poêle ont explosé, et il a été assez gravement brûlé en conséquence. Human est une guérisseuse, donc elle dit qu'elle fera ce qu'elle peut, mais bien qu'elle puisse stabiliser son état, elle n'est pas assez compétente pour restaurer complètement son bras. Elle dit qu'il devrait emmener l'homme à l'hôpital royal le plus proche dès que possible pour qu'il reçoive un traitement approprié, mais même là, il ne pourra probablement plus utiliser son bras. C'est alors que Zeno vient voir ce qui s'est passé, et Human lui demande un peu d'aide pour transporter l'homme à l'hôpital. Cependant, aux yeux de Zeno, ses blessures ne sont pas si graves, donc il ne pense pas que l'homme ait besoin d'aller à l'hôpital. Il a un transport à prendre, donc il se lève et commence à partir, mais avant de partir, en remerciement pour un séjour amusant à la source chaude, Zeno guérit l'homme gratuitement. Après cela, il part avec Lily, et Human pense que c'est un imbécile car, de son point de vue, Zeno vient de partir d'un homme blessé sans rien faire pour l'aider. Mais ensuite, elle regarde en bas et réalise que les blessures de l'homme ont été complètement guéries. Pendant un instant, elle se demande si sa magie de guérison a pu faire ça, mais elle n'est pas délirante, donc elle sait bien qu'elle n'est pas assez compétente pour accomplir quelque chose comme ça. Les seules personnes capables d'un tel exploit sont des saints ou des guérisseurs de haut niveau, donc elle réalise que Zeno doit être un guérisseur exceptionnel. Elle retourne immédiatement au travail pour en informer son patron, et Ernardo est surpris d'entendre qu'il y a un guérisseur d'élite qui se promène dans le pays. Le gouvernement voudrait probablement en faire un atout national, mais ce n'est pas comme s'il pourrait le retrouver, étant donné que tout ce dont Human se souvient de lui est que ses cheveux étaient noirs. Quoi qu'il en soit, Ernardo ne pense pas qu'ils aient vraiment besoin de s'en inquiéter car, si Zeno a été assez gentil pour guérir un homme gravement blessé sans rien demander en retour, alors il doit être un bon gars, et il n'y a pas de mal à laisser un bon guérisseur faire comme il lui plaît. C'est alors que Human mentionne que Zeno portait une grande veste noire, et pour une raison quelconque, cela attire l'attention d'Ernardo. Il change soudainement d'avis et décide qu'il pourrait valoir la peine de chercher Zeno après tout, et Human est d'accord avec ça, mais elle demande comment il compte faire ça. Ernardo y réfléchit un peu, et comme ils n'ont trouvé aucun enregistrement officiel de Zeno, cela doit signifier qu'il n'est pas officiellement licencié, donc il doit opérer quelque part dans les bidonvilles, et Ernardo avait le plan parfait en tête pour atteindre Zeno. Plus tard dans la journée, Zan entraîne Ernardo dans le bureau de Zeno et demande de l'aide car il est dans un état terrible. Il ne sait pas qui est ce gars, mais il crachait beaucoup de sang et s'est effondré, donc Zan l'a amené ici. Zeno avertissant que le gars pourrait être contagieux, donc tout le monde devrait reculer jusqu'à ce que Zeno ait terminé son scan préliminaire. D'après ce que Zeno peut voir, les poumons de ce gars sont complètement en désordre à l'intérieur, et cela lui rappelle la maladie du poumon rouge, donc il dit à Lily de garder ses distances. La pandémie du poumon rouge a tué beaucoup de gens à l'époque, et c'est vraiment contagieux, mais elle aurait dû être complètement éradiquée après le développement du remède, donc Zeno n'a aucune idée de comment ce gars l'a contracté. C'est alors qu'Ernardo se lève, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle Zeno a pu le diagnostiquer. Il se présente comme l'un des guérisseurs d'élite de l'hôpital royal, bien qu'Ernardo ne soit pas particulièrement doué pour utiliser la magie de guérison. C'est alors que Human se précipite dans la clinique, cherchant Ernardo, et elle commence à le gronder pour avoir fait quelque chose d'aussi téméraire que de se rendre malade juste pour être emmené à Zeno. Cependant, Ernardo dit qu'il n'avait pas le choix s'il voulait rencontrer Zeno, bien que se rendre malade commence vraiment à faire mal. Il sort une bouteille de sa poche et la boit tout en expliquant qu'il a pris une drogue pour se donner des symptômes de la maladie du poumon rouge afin que les locaux l'amènent à Zeno, mais il dit à Zeno de ne pas s'inquiéter car les effets devraient disparaître maintenant qu'il a pris l'antidote. Zeno lui demande pourquoi il a une drogue comme ça en premier lieu, donc Ernardo explique qu'il l'a fabriquée alors qu'il travaillait sur un remède pour le poumon rouge il y a quelques années. Zeno est étonné d'entendre cela car cela signifie qu'Ernardo est le fameux docteur qui a créé le vaccin contre le poumon rouge et a reçu le titre de guérisseur Poirot pour ses efforts. Cela dit, la raison pour laquelle Ernardo voulait tant voir Zeno était que la description de sa veste lui rappelait un vieil ami à lui. Il demande à Zeno où il a eu la veste, donc Zeno explique qu'elle appartenait à son professeur, bien qu'il n'ait aucune idée d'où est son professeur maintenant. Pour continuer, Ernardo demande à Zeno s'il aimerait venir travailler à l'hôpital royal avec lui car il a une situation où il pourrait avoir besoin d'aide. C'est alors que les filles arrivent, et elles ont entendu qu'un gars bizarre embêtait Zeno, donc elles sont prêtes à le frapper s'il cause des problèmes. Ernardo les assure qu'il n'est pas venu ici pour forcer Zeno à faire quoi que ce soit, il veut simplement lui offrir un contrat, et Zeno semble d'accord avec ça. Zofia lui demande s'il est sûr de ça,
mais Zeno pense que c'est pour le mieux car maintenant que l'hôpital royal connaît sa clinique souterraine, il serait préférable d'obtenir le soutien d'Hernardo. De plus, à l'époque où le poumon rouge était un problème, Hernardo a fait de grands efforts pour distribuer le remède aux gens des bidonvilles gratuitement, donc c'est une bonne personne, et Zeno pense qu'il peut lui faire confiance. Dans le cadre de l'accord, Zeno est emmené à l'hôpital royal avec Hernardo et Human, et il est émerveillé par l'immensité de cet endroit. Ils finissent par arriver au bureau d'Hernardo, et après que Zeno se soit installé, ce dernier lui explique les termes du travail pour lequel il veut l'engager. Il y a eu une série de disparitions récemment, donc il veut que Zeno enquête là-dessus. Zeno est d'accord pour le faire, mais la reconnaissance n'est pas vraiment sa spécialité, alors il demande à Hernardo s'il est sûr de vouloir engager quelqu'un comme lui pour ce travail. Hernardo lui dit qu'en tant que membre de l'hôpital royal, il aura accès à plusieurs programmes spécialisés, donc ce devrait être facile pour lui de recueillir des informations. Cependant, Zeno craint que s'il attire trop l'attention sur lui, son identité pourrait être révélée. Hernardo lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà créé une histoire de fond pour Zeno. Désormais, si quelqu'un demande, Zeno a étudié à l'étranger et vient juste de rentrer. Zeno ne pense pas qu'une histoire comme ça suffira à tromper les autres guérisseurs, mais Hernardo l'assure qu'avec un guérisseur d'élite pour le soutenir, personne ne posera de questions. Pour l'instant, Human conduit Zeno au dortoir de l'hôpital où il vivra pendant les prochaines semaines, et à sa grande surprise, il trouve Lily qui l'attend là-bas. Il demande pourquoi elle est ici, alors Human explique qu'Hernardo a signé les formulaires pour permettre à Lily d'emménager. La politique du dortoir stipule que les guérisseurs peuvent vivre avec leurs conjoints et leurs familles proches, alors Lily plaisante en disant que cela signifie qu'elle est maintenant la femme de Zeno, mais en réalité, Human a enregistré Lily comme la petite sœur de Zeno. C'est elle qui a suggéré d'amener Lily ici parce qu'elle pensait que Zeno serait plus à l'aise avec quelqu'un qu'il connaît déjà. Et pour être honnête, Zeno était vraiment inquiet à l'idée de laisser Lily seule, alors il est reconnaissant envers Human pour sa considération. Cela dit, Human laisse Zeno s'installer, et dès qu'elle part, Carmela apparaît également. Il comprend pourquoi Lily est là, mais il ne sait pas pourquoi Carmela voudrait venir jusqu'à la capitale, et honnêtement, elle n'a pas vraiment de raison, elle aime juste beaucoup embêter Zeno car des choses intéressantes arrivent toujours autour de lui. Zeno lui demande si elle réalise qu'avec tous les guérisseurs de l'hôpital, elle pourrait être exorcisée si l'un d'eux la repère, mais Carmela ne s'inquiète pas pour ça car, à part Zeno, il n'y a pas beaucoup de gens ici assez forts pour l'exorciser. Un peu plus tard, Zeno est à la cafétéria avec Human, et elle lui demande comment il s'adapte à son nouvel environnement jusqu'à présent. Zeno lui dit que ce n'est pas trop mal, mais qu'il va être très occupé pendant un moment, et qu'il ne sait toujours pas comment il est censé obtenir une licence de guérison officielle. Human dit qu'elle peut l'aider avec ça puisqu'elle connaît le processus, alors elle commence à expliquer que d'abord, il faut passer un test d'aptitude à la guérison, et si on le réussit, on est accepté à l'Académie royale de guérison. Ensuite, après plusieurs années d'études épuisantes, on peut passer un examen pour obtenir officiellement sa licence. Cela semble être énormément de travail, alors Zeno est surpris que les guérisseurs licenciés puissent supporter ça, mais ce n'est pas tout. Après avoir obtenu sa licence, il faut passer un autre examen pour obtenir une licence d'aventurier si on veut travailler sur le terrain. C'est la même chose pour travailler avec l'armée, et encore plus de tests si on veut augmenter son rang de guérisseur. La plupart des gens dans cette institution sont là pour faire des recherches ou poursuivre leurs études, mais tout ça semble bien trop pour Zeno, alors il demande à Human de lui parler simplement des personnes disparues. Human explique que l'une des victimes était un homme nommé Alfred, un guérisseur avancé qui faisait des recherches ici. Il était très gentil et talentueux en médecine, et selon Hernardo, Alfred a grandement contribué à la création du remède contre la maladie du poumon rouge. Zeno pense qu'Alfred semble être une bonne personne, donc il vaut la peine d'être recherché, mais Zeno ne sait toujours pas grand-chose sur l'affaire, alors il demande à Human s'il y a des indices. Juste à ce moment, les portes de la cafétéria s'ouvrent, et Goldran entre. Zeno demande qui est cet homme, alors Human explique qu'il est le vice-directeur de l'hôpital royal et un guérisseur avancé de classe 7. Zeno n'a aucune idée de ce que signifie classe 7, alors Human explique que les guérisseurs sont classés en 3 niveaux, débutant, avancé et élite, et chaque classe de guérisseur a 7 niveaux. Un guérisseur avancé de niveau 7 est aussi haut qu'on peut aller sans devenir un guérisseur d'élite. Cela signifie que Goldran est une personne très importante ici, et selon Human, il se présente pour devenir le prochain directeur de l'hôpital royal. Le directeur actuel est absent la plupart du temps car il est très âgé, donc Goldran détient la plus grande autorité au sein de l'académie, et avec lui aux commandes, l'hôpital a beaucoup changé, bien que Human ne pense pas que ce soit une bonne chose. Sous le règne de Goldran, les riches reçoivent des soins exceptionnels quand ils sont malades, tandis qu'au mieux, les pauvres reçoivent une poche de glace et un autocollant au bon rétablissement. Goldran lui-même ne fait pas beaucoup d'efforts pour améliorer ses capacités de guérison, et la rumeur dit qu'il a soudoyé pour être promu au niveau 7. Zeno a une assez bonne idée du genre de personne qu'il est, donc il aimerait l'éviter à tout prix, mais malheureusement,
ce n'est pas une option car Human pense que Goldran pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition d'Alfred. Comme Goldran veut gravir les échelons le plus rapidement possible, il recrute autant de personnes talentueuses que possible, et Alfred faisait partie de ces personnes. Zeno demande si Goldran a fait des déclarations concernant la disparition d'Alfred, mais Goldran a nié toute implication. Zeno comprend ce qu'il doit faire, mais il ne sait pas comment il est censé entrer en contact avec quelqu'un d'aussi influent que Goldran. Human lui dit de ne pas s'inquiéter car, si Zeno démontre ses incroyables compétences de guérison dans l'un des programmes, Goldran ne manquera pas de le contacter. Zeno sait qu'il est compétent, mais il n'a jamais vraiment eu l'occasion de se comparer aux autres guérisseurs, donc il n'est pas sûr de la mesure de ses compétences, mais il est prêt à essayer quand même. Juste à ce moment, un associé de Human, Cress, s'approche et lui demande pourquoi elle mange dans le coin de la salle sans lui. Human lui dit qu'elle est libre de manger où elle veut, mais Cress ne comprend pas l'allusion et pense qu'elle joue les difficiles. Il remarque ensuite Zeno et le reconnaît comme l'étudiant spécial qu'un guérisseur d'élite a recommandé, donc il est un peu jaloux, mais il décide de partir en disant à Zeno qu'il ferait mieux de ne pas déshonorer son parrain. Zeno demande à Human ce que c'était que ça, alors elle lui dit que Cress est l'un de ses camarades de classe, et que c'est un bon gars, mais depuis qu'il a été repéré par Goldran, son ego a explosé. Quand Zeno était plus jeune, il s'entraînait sur un cadavre qu'il avait trouvé dans une ruelle et essayait de le ramener à la vie, mais avant qu'il ne puisse potentiellement créer un zombie, son futur maître est apparu et lui a donné un coup sur la tête. Il a dit à Zeno que ce serait un gaspillage d'utiliser sa magie sur les morts, et qu'il devrait plutôt l'utiliser pour aider les vivants. À partir de ce moment, le maître de Zeno l'a pris sous son aile et a commencé à l'entraîner dans les voies de la magie de guérison, avec un autre enfant nommé Veritra, et après seulement un an, ils étaient tous deux devenus des guérisseurs exceptionnels. Cependant, leur maître les a avertis de ne pas devenir trop confiants car être capable de guérir quelques blessures ne fait de toi qu'un guérisseur de 3e ordre. Revenons au présent, Zeno participe à son premier cours en tant qu'étudiant ici, et le sujet du jour est les monstres morts-vivants. Au fur et à mesure que la leçon avance, Zeno est impressionné car, bien qu'il connaisse déjà toutes ces informations depuis ses jours d'aventurier, la façon dont c'est enseigné rendrait l'apprentissage très facile pour quelqu'un qui n'a jamais eu affaire aux morts-vivants. Le professeur demande aux élèves s'ils ont des questions, alors un élève lève la main et pose une question sur les spectres. Malheureusement, le professeur n'a pas beaucoup d'informations sur les spectres à part le fait qu'ils sont les plus haut gradés parmi les morts-vivants. Il n'y a pas beaucoup de témoignages oculaires, et jusqu'à présent, chaque groupe d'aventuriers qui en a rencontré un a été anéanti, donc il vaut mieux fuir si jamais vous rencontrez un spectre. De plus, ceux qui peuvent parler doivent être évités à tout prix car l'intelligence d'un spectre est un indicateur clair de sa puissance. Zeno est surpris d'entendre ça car en ce moment, il a un spectre qui parle et qui se détend à la maison avec Lily, et il n'avait aucune idée que Carmela était si puissante, mais il décide de garder ça secret pour ne pas effrayer qui que ce soit. Le professeur demande ensuite si des élèves ont déjà eu une rencontre avec les morts-vivants, et le premier à lever la main est Cress. Il se présente et dit qu'il a passé quelques années à aventurer, donc il a vaincu environ 30 fantômes. Tout le monde est impressionné par ce nombre, alors ils applaudissent tous pour Cress, et il adore toute cette attention, mais ensuite il remarque que Zeno ne l'applaudit pas, alors il lui demande combien de fantômes il a vaincu. Zeno peut gérer environ 50 fantômes à la fois, mais il ne veut pas trop se démarquer, alors il décide de simplement égaler les chiffres de Cress et dit à tout le monde qu'il peut exorciser 30 fantômes. Cress le traite de menteur, mais Zeno insiste sur le fait qu'il ne peut vaincre que 30 fantômes à la fois, et tout le monde reste silencieux quand il réalise qu'il veut dire qu'il peut en vaincre autant en un seul combat. Il lui demande d'expliquer comment c'est arrivé, alors Zeno leur dit qu'il est entré une fois dans le labyrinthe souterrain, et que l'endroit était plein de fantômes, alors il a juste continué à lancer soin jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous. Les élèves réalisent rapidement que Zeno parle du labyrinthe de Garm, et même les aventuriers de classe or y réfléchiraient à 2 fois avant de s'y aventurer. Inutile de dire que tout le monde est impressionné, mais Cress pense toujours qu'il ment car il n'y a aucun moyen que Zeno l'ait surpassé. Le sujet du cours suivant est les cercles magiques, et Cress décide de s'asseoir à côté de Zeno pour lui montrer à quel point il est meilleur. Zeno ne comprend pas vraiment les cercles magiques car il a toujours pensé que c'était une perte de temps, mais il doit quand même assister à ce cours. Après que le professeur a montré un cercle magique à la classe, il demande un volontaire pour venir en dessiner un au tableau. Cress lève immédiatement la main et descend pour démontrer sa supériorité. Cress est capable de dessiner un cercle magique parfait pour un sort de soin basique, et le professeur est impressionné par son travail. Cress dit ensuite au professeur que Zeno aimerait aussi dessiner un cercle magique, et bien que Zeno n'avait aucune intention de participer à cet exercice, il n'a plus le choix maintenant. Comme il l'a dit précédemment, Zeno ne s'est jamais vraiment embêté à apprendre beaucoup sur les cercles magiques, mais il se souvient d'un que son maître lui a montré il y a longtemps, alors il décide de le dessiner. Cress se met à rire de Zeno parce que son cercle magique ne ressemble en rien à ceux du manuel, mais dès que le professeur le regarde, il se fiche d'étonnement car le cercle magique de Zeno va au-delà de la magie de guérison basique.
Ça ressemble à un cercle de régénération, mais il y a quelque chose de différent. Zeno dit au professeur qu'il a raison de penser que c'est un cercle de régénération, mais que c'en est un vraiment bizarre. Si un patient a perdu plusieurs doigts, ce sort en fera repousser un au hasard. Cela semble inutilement compliqué et consommerait plus de mana qu'une personne normale ne pourrait en posséder. Cependant, Zeno est capable de l'activer facilement, bien qu'il ne pense pas que le cercle soit utile car il peut régénérer les doigts plus rapidement tout seul. Le professeur réalise que Zeno est un génie, alors il le supplie de rejoindre son laboratoire de recherche, mais Zeno décline poliment, et Cress déteste toute l'attention que Zeno reçoit. Plus tard dans la journée, la nouvelle d'un nouvel étudiant exceptionnellement talentueux parvient à Goldran. Selon les rapports, cet étudiant est assez fort pour vaincre 30 fantômes en même temps, mais Goldran dit qu'il n'a pas le temps d'écouter des rumeurs. Juste à ce moment, quelqu'un d'autre entre et informe Goldran qu'il y a eu plusieurs apparitions de morts-vivants dans le cimetière, alors Goldran a une idée. Il prévoit d'envoyer Zeno en mission pour nettoyer le cimetière, et s'il est à la hauteur du battage médiatique, il envisagera de le recruter. Cette nuit-là, Zeno est envoyé comme membre du groupe d'exorcisme, comprenant également Cress. Cress mène les autres étudiants pour affronter les fantômes, mais ils sont rapidement encerclés, et Cress commence à paniquer, mais juste avant qu'ils ne puissent être tués, Zeno lance un sort de soin supérieur et élimine tous les fantômes. Zeno dit à tout le monde qu'ils ont fait un excellent travail en attirant les fantômes pour qu'ils puissent s'en occuper, mais avant qu'ils ne puissent finir de parler, Cress s'attribue le mérite du sort de soin supérieur de Zeno. Les autres étudiants n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, alors ils croient Cress quand il dit que c'est lui qui les a sauvés, et Cress leur dit de retourner voir leur professeur pour leur raconter à quel point il est génial. Il s'approche ensuite de Zeno et lui dit sans vergogne qu'il n'acceptera jamais les compétences de Zeno, mais Zeno se moque complètement du vol de mérite mesquin de Cress. Cependant, si Cress veut vraiment avoir tout le mérite pour lui, alors il ne devrait pas encore partir car le problème des morts-vivants n'a pas été réglé. Cress n'a aucune idée de ce dont Zeno parle, mais quelques secondes plus tard, le sol se fend, et un roi zombie émerge. Les autres étudiants ne peuvent pas croire qu'un monstre aussi puissant qu'un roi zombie soit vraiment apparu ici, mais ils ne s'inquiètent pas car Cress devrait pouvoir s'en occuper, et il va devoir le faire seul car aucun d'eux ne veut s'approcher de cette chose. Zeno pourrait aider, mais encore une fois, il ne voudrait pas gêner Cress, donc ils vont juste regarder. Pour rendre justice à Cress, il a essayé de combattre le roi zombie, mais même après avoir lancé son sort de soin le plus puissant, il n'a pas pu faire beaucoup de dégâts aux zombies. Il n'a aucune chance de vaincre cette chose, mais sa fierté ne lui permet pas d'admettre sa défaite, alors il court partout pour éviter de se faire écraser. Pendant ce temps, Yuman dit à Zeno que les monstres morts-vivants sont attirés par les monstres morts-vivants plus forts, donc les fantômes tout à l'heure doivent être apparus à cause du roi zombie, mais Zeno pense qu'il y a plus que ça. Quoi qu'il en soit, Cress commence à être sérieusement malmené, alors Zeno pense qu'il est temps d'intervenir, mais Yuman lui dit d'attendre un peu. Elle tient toujours à Cress, mais elle veut qu'il tire une leçon de tout ça. Jusqu'à présent, Cress a tenu en se soignant chaque fois qu'il est envoyé contre un mur, mais finalement, il est attrapé par le zombie et est sur le point d'être mangé, alors Zeno décide enfin d'aider. Il se prépare à utiliser l'un de ses sorts les plus puissants, et une fois prêt, il lance méga soin. Des lumières brillantes entourent le zombie alors qu'une quantité incroyable de magie de guérison brûle la chair pourrie de ses os. Maintenant que le zombie a été désintégré, la mission est enfin terminée, mais ce que Yuman a dit plus tôt sur les morts-vivants attirés par des morts-vivants plus forts fait réfléchir Zeno, et il réalise bientôt que la raison pour laquelle le zombie et les fantômes sont apparus est que Carmela est ici. Une fois rentré chez lui, il demande à Carmela si elle sait quelque chose à propos de la récente augmentation des apparitions de morts-vivants dans les environs. Honnêtement, elle n'avait aucune idée qu'elle attirait des monstres morts-vivants. Elle demande à Zeno s'il va la chasser à cause de cela, mais Zeno y réfléchit et, compte tenu de l'effet de Carmela sur son environnement, il pense qu'il serait plus sûr pour tout le monde de la garder à ses côtés. Carmela est troublée après l'avoir entendu dire cela, car c'est la première fois de sa vie de morte vivante que quelqu'un dit vouloir qu'elle reste. Elle promet donc de rester aux côtés de Zeno, mais elle continuera à l'embêter à chaque occasion. Le lendemain, Cress rencontre son superviseur, qui veut le féliciter pour son excellent travail lors de l'exorcisme. D'après les autres étudiants présents, Cress a géré toute la situation avec un seul sort puissant, mais Cress sait que Zeno était responsable. Comme Cress a pris tout le mérite, le superviseur déclare que Zeno ne doit pas être aussi impressionnant que le disent les rumeurs, et qu'il ne sera donc pas accepté dans le groupe de Goldran. Cress pourrait simplement partir maintenant et garder le mérite de la performance de Zeno, mais il commence à se sentir coupable. Il se manifeste donc et admet qu'il n'est pas celui qui a vaincu tous les monstres. Il dit que Zeno est celui qui a affronté les morts-vivants et le roi zombie, et qu'il l'a vu de ses propres yeux. Il quitte ensuite le bureau du superviseur, frustré car sa crédibilité vient de prendre un coup énorme après avoir avoué avoir volé le mérite. Mais Zeno lui a sauvé la vie, et maintenant qu'il a dit la vérité, il est certain que Zeno sera accepté dans le laboratoire de recherche,
donc ils sont quittes. Peu après, Hernardo annonce joyeusement à Zeno que le laboratoire de recherche de Goldrant le convoque, il semble donc qu'il va être invité à rejoindre leur faction. Zeno trouve ça génial, mais il est un peu surpris car il pensait que Kresn aurait pris tout le mérite pour l'exorcisme des morts vivants. Quoi qu'il en soit, il est content d'avoir franchi le premier obstacle dans son enquête sur Goldrant. Mais Hernardo lui dit qu'il reste encore beaucoup de travail, car Zeno va devoir passer un entretien avec le professeur. Zeno demande pourquoi il y a autant d'étapes pour rejoindre un groupe de recherche, mais comme Goldrant détient beaucoup de pouvoir, il est très exigeant sur les personnes qu'il garde autour de lui. Zeno demande pourquoi Goldrant a autant de pouvoir, car s'il est juste un guérisseur avancé, un guérisseur d'élite comme Hernardo devrait avoir plus d'influence. Hernardo lui explique qu'un titre n'équivaut pas toujours au pouvoir, surtout dans son cas, car il a obtenu son titre grâce au développement de médicaments. Zeno ne comprend pas vraiment la politique de la situation, mais il dit qu'il va y aller maintenant, et les autres lui souhaitent bonne chance. Zeno finit par arriver dans la salle de réunion, et après que Goldrant se soit présenté, la première chose qu'il fait est de demander à Zeno ce qu'il sait faire. Zeno répond qu'il est guérisseur, donc il soigne les gens, mais Goldrant dit que ce n'est pas suffisant, n'importe quel guérisseur peut soigner les gens, mais quelqu'un avec les compétences de Zeno devrait viser plus haut. Il suppose que Zeno sait déjà que les guérisseurs ont beaucoup d'influence dans ce pays. En fait, ce ne serait pas exagéré de dire que cette nation n'existe que grâce aux guérisseurs, mais seule la classe dirigeante profite de leur travail. C'est pourquoi Goldrant a l'intention de rejoindre la classe dirigeante, mais pas pour une noble cause comme le bien commun, c'est parce qu'il veut s'assurer de profiter de l'exploitation aussi. Il pense que la vie d'une personne n'a de valeur que ce qu'elle peut apporter, donc il n'a pas l'intention de soigner les pauvres. Après avoir fini son monologue, il demande à Zeno de reproduire le cercle magique qu'il a montré en classe pour pouvoir le juger correctement. Zeno ne sait pas ce que dessiner un cercle magique va prouver, mais il le fait quand même. Après que Goldrant l'ait examiné, il se lève et dit à Zeno qu'il peut rejoindre son laboratoire à partir de demain. Le lendemain, Zeno marche dans les couloirs quand soudain les membres du laboratoire de recherche de Goldrant passent devant lui. Au fond, Zeno aperçoit Kresn, qui lui dit de se dépêcher et de se mettre en ligne. Kresn accueille Zeno dans le groupe de recherche avec un sourire, mais il souligne que, comme il était là en premier, Zeno doit le respecter en tant qu'ancien. Après tout, la seule raison pour laquelle Zeno a été accepté, c'est parce que Kresn l'a recommandé. À ce propos, Zeno demande pourquoi Kresn a dit la vérité, alors qu'il aurait été plus simple de mentir et de protéger sa réputation. C'était surtout à cause de la culpabilité, mais aussi parce que Kresn a réalisé qu'il pouvait profiter du succès de Zeno s'il rejoignait le groupe de recherche. Zeno apprécie qu'il soit au moins honnête sur ses intentions, mais passons, il veut savoir pourquoi ils font la queue comme ça. Kresn explique que cela fait partie de la tournée quotidienne de Goldrant pour visiter les patients. Zeno demande s'il a vraiment besoin d'autant de monde pour une visite, mais c'est surtout pour faire impression, car il ne visite que des personnes au pouvoir. Zeno est là uniquement pour enquêter sur Goldrant, mais il ne peut pas le faire depuis le fond de la file, alors il décide de se précipiter devant. Le patient dit à Goldrant que son pied lui fait très mal depuis hier. Goldrant l'examine et il s'agit d'une simple entorse. Il déclare qu'il n'aura besoin que de 3 de ses subordonnés pour la soigner. Zeno ne comprend pas de quoi Goldrant parle, mais il le voit ensuite lancer son sort et extraire de l'énergie de 3 étudiants. Il utilise ensuite cette énergie pour soigner la cheville de l'homme, mais cela semble avoir eu un effet sur les étudiants utilisés par Goldrant. Zeno retourne vers Kresn et lui demande s'il connaît la magie que Goldrant vient d'utiliser. Kresn explique que la spécialité de Goldrant est la magie de transfert de santé. C'est une magie qui transfère la force vitale d'une personne à une autre, permettant de soigner des blessures graves même sans être particulièrement puissant. Par exemple, si quelqu'un est blessé, on peut transférer la force vitale d'une autre personne pour accélérer sa guérison. Mais les blessures plus graves nécessitent beaucoup plus de force vitale, donc la charge est généralement répartie entre plusieurs personnes, et dans la plupart des cas, les effets secondaires ne sont que de la légère fatigue. Zeno trouve ça intéressant, et cela explique pourquoi Goldrant tient tant à garder autant de guérisseurs autour de lui. Mais Kresn lui dit que ce n'est qu'une partie de la raison. Il y a des rumeurs selon lesquelles le directeur actuel, Scholar, va bientôt prendre sa retraite, donc Goldrant essaie de sécuriser des votes en prévision des prochaines élections. Zeno remercie Kresn d'avoir répondu à toutes ces questions, mais tant qu'il y est, il lui demande s'il a entendu parler d'un certain Alfred. Kresn confirme qu'il connaît Alfred, mais il n'est pas vraiment fan. Ce type a été invité à l'une des soirées de Goldrant, et juste après, il a disparu. Zeno lui demande ce qu'il veut dire par soirée, et Kresn explique que Goldrant organise souvent des dîners pour ses subordonnés préférés, donc c'est un honneur d'être invité à un tel événement. Pourtant, Alfred a disparu après y avoir assisté, et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Zeno transmet ensuite toutes ces informations à Hernardo. Il estime avoir assez enquêté, mais Hernardo dit qu'ils sont loin d'avoir fini. Cela confirme que Goldrant a un lien avec la disparition d'Alfred, mais ce n'est pas suffisant pour prouver qu'il en est responsable.
Il a besoin que Zeno devienne l'un des favoris de Goldrant et qu'il infiltre le dîner pour découvrir ce qui s'est passé. Il propose même de payer Zeno en plus s'il y parvient. Même si Zeno espérait rentrer chez lui, il accepte de rester et de continuer à enquêter. Mais quelle que soit l'issue, il demande à Hernardo de lui dire tout ce qu'il sait sur son maître une fois que ce sera terminé. Pendant ce temps, dans les bas quartiers, Linga s'occupe à crocheter la serrure de la clinique de Zeno, et elle finit par entrer. Elle est là parce qu'elle veut aider Zeno en nettoyant pendant son absence, mais ça ne fait pas de mal de renifler un peu ses affaires pendant qu'elle y est. C'est alors que Linga sent une autre présence, elle se prépare au combat, mais à sa surprise, c'est Zofia. Elles se demandent mutuellement ce qu'elles font là, mais Linga remarque que Zofia tient aussi une serpillière, elle a donc eu la même idée. Quelques instants plus tard, Lo enfonce la porte parce qu'elle veut aussi nettoyer la clinique pour Zeno. Zofia et Linga s'attendaient un peu à la voir arriver, même si elles auraient préféré qu'elle n'enfonce pas la porte, car ça leur donne encore plus de travail. Le lendemain, dans la capitale, Zeno rencontre Kresn, qui lui annonce qu'il a la grande opportunité de s'occuper du précieux chien de Goldrant. En réalité, Kresn essaie juste de refiler sa tâche de gardiennage à Zeno, mais Zeno se demande si Kresn fait vraiment partie de l'équipe de recherche s'il fait ce genre de travail. Kresn explique que Goldrant rencontre les 7 grands nobles qu'il cherche à s'attirer, c'est pourquoi ils doivent garder son chien. Mais Kresn ne s'en plaint pas, car il pense pouvoir grimper dans la faction en rendant des services à Goldrant. Zeno demande à Kresn s'il espère vraiment une promotion, et Kresn répond que c'est la seule raison pour laquelle il fait tout ça. S'il est promu, il pourra intégrer l'élite du pays et avoir autant de luxe qu'il veut. Zeno est un peu confus, car il pensait que la principale raison pour laquelle les gens deviennent guérisseurs est de soigner les gens. Idéalement, il aurait raison, mais Kresn lui dit que le monde ne fonctionne pas comme ça. Il y a eu un temps où Kresn rêvait de soigner les gens et de guérir les maladies, mais sa magie de guérison n'est pas toute puissante, donc il y a une limite à ce qu'il peut faire. Et comme il ne peut pas sauver tout le monde, il veut utiliser son pouvoir pour s'enrichir. C'est alors qu'un homme nommé Bon arrive et demande à Kresn s'il est encore coincé à garder le chien de Goldrant. Kresn répond qu'il fait juste ce qu'il doit faire, mais Bon lui dit qu'il faudra plus que lécher les bottes de Goldrant pour réussir dans la vie. Il part ensuite, et Zeno demande à Kresn qui c'était. Kresn explique que Bon est le premier secrétaire de Goldrant, mais Zeno a du mal à croire qu'un type aussi irresponsable puisse être secrétaire. Kresn comprend son scepticisme, mais Bon est apparemment un vieil ami de Goldrant, donc il a eu le poste par népotisme et ne fait presque aucun travail. Soudain, Bon crie le nom de Kresn, il a dû l'entendre dire du mal de lui, car il lui lance sa bouteille. Heureusement, Bon était trop ivre pour viser correctement, donc il manque Kresn, mais la bouteille atterrit près du chien de Goldrant, qui prend tellement peur qu'elle s'enfuit. Kresn panique, car Goldrant le tuerait s'il perdait Madame Milk, alors il court après elle. Mais alors que Milk traverse la rue, un carrosse passe et l'écrase. Kresn se précipite vers elle et essaie de soigner ses blessures, mais même avec une guérison de haut niveau, ce n'est pas suffisant pour restaurer complètement le corps aplati de Milk. Zeno dit à Kresn de ne pas s'inquiéter, car sa guérison a arrêté le saignement de Milk, donc elle survivra. Cependant, Kresn lui dit que ce n'est pas assez, même si Milk survit, elle aura des cicatrices, et Goldrant l'aime justement pour son corps parfaitement doux. S'il découvre ça, Kresn est fini. Zeno ne veut pas voir Kresn souffrir à cause de ça, alors il lève la main et commence à soigner Milk. Kresn essaie de lui dire que c'est inutile, car même si Zeno a assez de puissance magique pour vaincre un roi zombie, régénérer la peau demande une grande finesse, et seul un guérisseur de haut niveau peut le faire. Mais pendant que Kresn parlait, Zeno a déjà fini de soigner Milk, qui est revenue à la normale. Il n'y a aucun signe qu'elle ait été blessée, et Zeno a même réparé ses côtes cassées, donc elle devrait pouvoir bouger normalement. Cependant, il suggère de la laisser se reposer pour aujourd'hui. Plus tard dans la journée, Zeno rentre chez lui et trouve Yuman qui l'attend. Il lui demande si quelque chose ne va pas. Elle répond qu'elle est venue lui demander de faire une promenade avec elle. Zeno est un peu surpris par la demande, mais il accepte. Une fois dans les bois, il demande à Yuman si elle a quelque chose à lui dire. Elle se tourne vers Zeno et lui dit qu'elle veut s'excuser, car si elle n'était pas si faible, elle aurait pu attirer l'attention de Goldrant, et Zeno n'aurait pas été entraîné dans cette histoire. Zeno lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car Hernardo le paie déjà pour ses efforts, et de toute façon, sans une opportunité comme celle-ci, il n'aurait jamais pu mettre les pieds à l'hôpital royal ou en apprendre plus sur son maître. Il a beaucoup à gagner dans cette affaire, donc il assure à Yuman qu'elle n'a pas à se sentir coupable. Yuman est contente de l'entendre, mais maintenant que Zeno en parle, elle ne connaît pas bien ce maître dont il parle tant. Elle lui demande donc quel genre de personne il était. Zeno répond qu'il n'est pas sûr, car honnêtement, son maître était un peu louche, mais il lui a appris à lire et à écrire, ainsi que beaucoup d'autres choses sur la magie de guérison et le monde, donc Zeno lui doit pratiquement toute sa vie. Yuman trouve que ça ressemble beaucoup à sa situation avec Hernardo, car quand elle est devenue guérisseuse, il l'a prise sous son aile et lui a enseigné plein de choses liées à ses recherches. Certes, le dévouement d'Hernardo à ses recherches a fait que sa petite amie l'a quitté,
donc Yuman s'occupe de lui depuis. Ça semble un peu suspect, alors Zeno demande à Yuman quelle est sa relation avec Ernardo, et elle répond qu'Ernardo est son oncle, c'est pourquoi ils sont si proches. Peu après, Zeno et Yuman retournent vers le campus de l'hôpital royal quand Kresn arrive en courant. Il se met à genoux et supplie Zeno de l'aider, car il s'est mis dans une situation difficile, et à voir son expression, Zeno comprend qu'il s'agit d'un vrai problème. Goldran retourne à son bureau après un déjeuner arrosé avec Lord Fennel, et son deuxième assistant l'accueille à son retour, mais il remarque que Goldran semble contrarié par quelque chose, alors il lui demande si quelque chose s'est mal passé pendant son déjeuner. Goldran lui répond que rien de grave ne s'est produit pendant qu'il discutait avec Lord Fennel, mais que Fennel a mentionné que sa fille souffrait d'une étrange éruption cutanée sur le visage, et il se demandait si Goldran pouvait faire quelque chose à ce sujet. Goldran y réfléchit un instant et conclut qu'il s'agissait sans doute de la maladie Hodeface. La maladie n'est pas mortelle, donc elle finira par disparaître d'elle-même, mais si la fille de Fennel veut s'en débarrasser immédiatement, il va falloir exciser la zone affectée. Cependant, une telle opération laisserait indubitablement une énorme cicatrice, et il est certain que la fille de Fennel ne serait pas satisfaite de cela. Il sait qu'il pourrait régénérer sa peau avec suffisamment de donneurs pour la magie de transfert de santé, ce qui éviterait toute cicatrice, mais apparemment, la fille de Fennel est si gênée par son visage qu'elle refuse de se montrer à trop de monde. Au mieux, Goldran pourrait peut-être amener un ou deux assistants, mais c'est à peu près tout ce que la fille de Fennel acceptera. Tout cela stresse énormément Fennel, alors il décide d'aller calmer ses nerfs en allant voir son précieux chien, Milk. Cependant, en chemin vers la chambre de Milk, il croise Bon, qui plaisante en mentionnant que Milk s'est fait renverser récemment par une calèche. Goldran est immédiatement furieux, car il pense que Bon y est pour quelque chose, mais Bon lui dit de se calmer, car la gardienne qui promenait Milk l'a déjà soignée, et elle devrait être en parfaite santé. Goldran décide de laisser Bon partir pour l'instant et se précipite vers la chambre de Milk pour vérifier son état, et à sa grande surprise, Milk va vraiment bien. Elle est un peu fatiguée, mais à part ça, aucune trace de blessure ou de cicatrice due à l'accident. Goldran n'arrive pas à croire qu'il existe vraiment un mage capable de soigner des blessures sans laisser de cicatrices, et comme il a chargé Kresn de surveiller Milk, il pense que c'est Kresn qui l'a soigné. Ce qui nous ramène au dilemme de Kresn. Goldran lui a demandé de soigner la fille de Lord Fennel, mais il n'a pas les compétences nécessaires pour le faire. Kresn explique à Zeno que la fille de Fennel a contracté la maladie Hodeface, mais Zeno ne comprend pas pourquoi c'est un problème, puisque l'Hodeface est une maladie bénigne qui finira par disparaître d'elle-même avec le temps. Kresn en est conscient, mais la fille de Fennel refuse de participer à toute fonction sociale avec son visage dans cet état, donc il faut agir immédiatement. Zeno demande pourquoi il ne se contente pas de l'exciser, mais Kresn lui répond que les racines sont trop profondes, et que si on essaie de couper la zone affectée, cela laissera une énorme cicatrice sur son visage. Et si Kresn abîme le visage de l'une des 7 nobles les plus puissantes, sa vie sera finie. Yuman lui demande pourquoi Goldran a même pris la peine de demander à Kresn d'accomplir une tâche aussi exigeante, alors Kresn explique que Goldran a entendu parler de l'incident avec Milk et pense que Kresn est celui qui l'a soigné. Yuman suggère à Kresn d'avouer que c'est en réalité Zeno qui a soigné Milk, mais Kresn craint que s'il révèle encore une fois qu'il a volé le mérite de Zeno, Goldran pourrait le renvoyer définitivement. C'est pourquoi il a désespérément besoin de l'aide de Zeno pour réussir l'opération. C'est alors que Lily arrive pour offrir du thé à tout le monde, et elle se présente comme la petite sœur de Zeno. Kresn est surpris, car il ignorait que Zeno avait une petite sœur aussi mignonne, et Lily apprécie beaucoup d'être qualifiée de mignonne, mais elle dit à Kresn qu'elle appartient déjà à Zeno, donc elle ne peut pas être avec lui, peu importe ses compliments. Ce n'était pas vraiment l'intention de Kresn en la complimentant, alors il lui dit qu'étant donné à quel point lui et Zeno sont proches, il fait déjà pratiquement partie de la famille, donc elle est aussi sa petite sœur. Cependant, Zeno n'a jamais accepté d'être frère avec Kresn. Le lendemain, Goldran emmène Kresn au manoir de Fennel, et Kresn amène Zeno avec lui. Mais quand Fennel vient enfin les accueillir, il a l'air paniqué et dit à Goldran que la situation s'est compliquée, sa fille, Charlotte, refuse désormais toute intervention chirurgicale. Charlotte dit qu'elle ne veut pas que son beau visage soit marqué par une cicatrice, mais Fennel a une confiance absolue dans le fait que Goldran pourra soigner Charlotte sans abîmer son visage, alors il lui demande de l'aider à la convaincre d'accepter l'opération. Goldran accepte, et ils se rendent tous dans la chambre de Charlotte pour lui parler. Fennel tente le premier de la convaincre, en lui disant qu'il est certain que son visage ira bien si elle accepte l'opération et qu'elle peut lui faire confiance, car il ne lui a jamais menti. Cependant, Charlotte lui rappelle le jour où il lui avait promis une veste en fourrure de renard pour son anniversaire, mais ne lui avait finalement rien offert. Cet incident n'était pas vraiment la faute de Fennel, mais il ne peut nier avoir rompu une promesse, donc il n'a plus rien à dire pour la convaincre. Goldran décide alors d'essayer à son tour. Il s'approche de la porte et dit à Charlotte qu'il est professeur à l'hôpital royal, donc elle peut lui faire confiance pour garantir le succès de l'opération. Cependant, Charlotte ne veut toujours pas,
car elle est convaincue que Goldran a peut-être été engagé par quelqu'un pour lui marquer le visage. Pendant que Goldran et Fennel continuent de tenter de la convaincre que l'opération est parfaitement sûre, Cresn commence à avoir des fantasmes délirants, car il pense que s'il parvient à guérir parfaitement le visage de Charlotte, elle pourrait tomber amoureuse de lui. Zeno n'a même pas envie d'expliquer pourquoi cela n'arrivera pas. Cresn demande alors Fennel la permission de parler à Charlotte et se présente comme l'assistant de Goldran. Cependant, Charlotte lui dit immédiatement que sa voix est agaçante et qu'il n'a pas le droit de lui parler. Comme tout le monde a échoué, Goldran demande à Zeno d'aller lui parler, alors il décide de tenter sa chance. Il s'approche de la porte et, après s'être présenté comme assistant, Charlotte s'apprête à le renvoyer, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Zeno la coupe et dit qu'il veut lui parler de l'opération. Il lui dit que c'est normal si elle ne veut pas subir l'opération, car tout le monde aurait peur de se faire ouvrir le visage. De plus, la maladie Hodeface n'est pas mortelle, donc au pire, elle se retrouvera avec une énorme taupe sur le côté du visage qui ressemblera à une vieille femme, c'est tout. Sur ces mots, il se retourne et s'apprête à partir, mais Charlotte lui dit d'attendre, car l'idée d'une taupe de vieille femme sur son visage l'a vraiment effrayée. Elle accepte que tout le monde entre dans sa chambre et demande si ce que Zeno a dit est vrai. Cresn ouvre la bouche pour donner une explication, mais Charlotte lui dit de se taire, car elle trouve toujours sa voix agaçante. Goldran prend alors la parole et explique à Charlotte que dans les cas précédents d'Hodeface, après un mois, la maladie se transforme en taupe en forme de visage de vieille femme. Charlotte est horrifiée à l'idée que cela lui arrive, alors elle demande à Goldran s'il existe un moyen de s'en débarrasser. Goldran lui répond que malheureusement, la seule façon d'éliminer la marque est l'opération, mais Charlotte ne veut toujours pas y consentir, car elle a peur que ça échoue. Fennel lui rappelle que si rien n'est fait, la marque continuera de grossir, donc il vaut mieux faire confiance à Goldran pour s'en occuper. Elle lui demande s'il peut garantir qu'elle n'aura pas de cicatrice, mais Goldran ne peut pas le promettre, car ce n'est pas lui qui va réaliser l'opération. Alors Charlotte s'enfuit en disant que tant que personne ne pourra garantir le succès absolu de l'opération, elle ne l'acceptera pas. Peu après, Zeno trouve Charlotte assise sur la véranda de sa chambre, et elle semble vraiment aimer les oiseaux, car elle en a plusieurs, mais Zeno remarque que l'un d'eux est blessé. Charlotte explique qu'elle a trouvé l'oiseau dans le jardin il y a peu, et avec la gravité de ses blessures, il ne pourra probablement plus jamais voler, un peu comme elle. Avec son visage dans cet état, elle ne pourra plus assister aux fêtes ni danser comme avant, donc il ne faudra pas longtemps avant que tout le monde oublie son existence. Zeno demande à Charlotte si elle veut vraiment guérir, alors elle crie que bien sûr qu'elle veut guérir, mais elle ne veut pas non plus de cicatrices, donc il devrait arrêter de lui en parler. Cependant, pendant que Charlotte était occupée à crier, Zeno a déjà soigné l'aile du petit oiseau, qui vole maintenant comme s'il n'avait jamais été blessé. Charlotte n'arrive pas à croire à quel point Zeno a pu soigner l'oiseau si facilement, mais Zeno dit qu'il peut faire la même chose pour elle, car que l'on soit noble, civil ou paysan, si l'on est en difficulté, Zeno fera tout son possible pour aider, car c'est son travail de guérisseur. Les paroles de Zeno ont convaincu Charlotte qu'il sait vraiment ce qu'il fait, alors elle décide de lui faire confiance et accepte l'opération. Une fois que Charlotte a été endormie, Fennel quitte la pièce et demande à Goldran de prendre soin d'elle, mais Goldran ne compte rien faire du tout, car il a déjà délégué l'opération à Zeno et Cresn. Cependant, il compte toujours s'en attribuer le mérite, alors il avertit Cresn qu'il ferait mieux de ne pas rater. Zeno voit que Cresn panique, alors il dit qu'il peut se charger de l'opération entière. Cresn est reconnaissant, mais il demande à Zeno s'il a déjà réalisé une telle opération auparavant, et techniquement, Zeno l'a fait, mais c'était quand il était enfant. Quoi qu'il en soit, il a plus d'expérience que Cresn, donc il s'apprête à prendre le rôle de chirurgien, mais Goldran s'approche et dit que c'est Cresn qui doit réaliser l'opération, donc Zeno est obligé de devenir l'assistant. Cresn prend nerveusement le scalpel et essaie de commencer l'opération, mais il n'arrive pas à arrêter ses tremblements. Il a étudié cette procédure à l'hôpital, donc il essaie de suivre les instructions du manuel, mais Zeno lui dit d'attendre pendant qu'il effectue un scan corporel. Cresn ne comprend pas ce que Zeno vient de faire, alors Zeno explique qu'il a regardé à l'intérieur du corps de Charlotte et qu'il sait maintenant où se trouvent toutes les racines de la verrue, donc Cresn n'a pas besoin de couper à l'aveugle. L'opération progresse sans encombre grâce aux instructions de Zeno, mais alors que Cresn s'apprête à couper la dernière racine, il découvre quelque chose d'horrible, une racine s'est enchevêtrée dans les nerfs faciaux de Charlotte, donc pour la couper, il faudrait sectionner les nerfs de Charlotte, ce qui altérerait son apparence. Soigner les nerfs est très délicat, donc Cresn suggère de refermer Charlotte et de la transférer à l'hôpital royal pour qu'elle y soit traitée correctement. Cependant, Goldran ne se soucie que de son image. Il a promis à Fennel qu'il se débarrasserait des excroissances de Charlotte, mais pour le faire maintenant, il faudrait couper ses nerfs et abîmer son visage. Un bon médecin aurait écouté les inquiétudes de Cresn et aurait fait ce qui est le mieux pour la patiente, mais Goldran est un traître, alors il attrape le bras de Cresn et le force physiquement à couper la dernière racine, ainsi que le nerf facial de Charlotte.
Il se met alors à crier en faisant comme si Cresne avait coupé le nerf tout seul, et Cresne est trop stupéfait pour dire quoi que ce soit. Fenel se précipite dès qu'il entend Goldran crier, alors Goldran lui dit bruyamment que son idiot d'assistant, Cresne, vient de couper les nerfs faciaux de Charlotte, donc elle sera défigurée à vie. Une telle accusation ruinerait la vie de Cresne, et Goldran est parfaitement d'accord avec ça. Mais Zeno ne l'est pas et refuse de rester les bras croisés pendant que cela se produit, surtout pas quand Charlotte lui a personnellement demandé de l'aide. Il dit haut et fort à Fenel que Goldran exagère et qu'un nerf coupé n'est pas inquiétant. Il ajoute qu'il en a assez de ne rien faire, alors il bouscule Goldran, sort son scalpel et termine de couper la racine. Ensuite, il soigne parfaitement les nerfs de Charlotte avec sa magie de guérison. Quelques heures plus tard, Charlotte se réveille dans son lit, et son père est ravi de la voir éveillée, mais avant toute étreinte, elle veut voir à quoi ressemble son visage maintenant. Elle attrape un miroir, et dès qu'elle se regarde, elle éclate en larmes, car les excroissances ont vraiment disparu. Goldran a pris tout le mérite de l'opération, donc Fenel pense que c'est lui qui a aidé sa fille. Goldran a dit qu'il devait partir immédiatement après l'opération, car il avait des affaires à régler concernant l'élection de l'hôpital, et Fenel lui a promis son soutien total en remerciement pour tout ce qu'il a fait. Cependant, Charlotte a le sentiment que Goldran n'est peut-être pas aussi formidable qu'il le prétend. Pendant l'opération, Charlotte se souvient avoir entendu la voix de Zeno la rassurer en lui disant que tout irait bien, donc elle sait que c'est lui qui l'a sauvée, et elle lui en sera éternellement reconnaissante. Plus tard, Zeno aide Human à transporter des bouteilles depuis le laboratoire d'Hernardo, et elle explique que ce sont certaines de ses dernières concoctions, mais elle ne sait pas ce qu'elles font. Pendant qu'ils sont dans la réserve, Cresne arrive en courant car il a une grande nouvelle, lui et Zeno viennent d'être invités à un dîner privé de Goldran. Cela semble être une excellente nouvelle, mais Human remarque que Cresne n'a pas l'air si heureux que ça. Il dit qu'il est excité, mais honnêtement, il est un peu méfiant à l'idée de s'impliquer avec Goldran après ce qui s'est passé la dernière fois. Malgré tout, cela pourrait lui valoir une grosse promotion, donc il décide d'y aller quand même. Cela dit, le dîner est ce soir, donc Cresne dit qu'il retrouvera Zeno dans le hall.